Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis Christian Ponsol, le président de la Fondation Maïf et administrateur délégué auprès du président de la Maïf. Et j'ai le grand plaisir de vous accueillir ce soir pour cette interview-conférence d'Étienne Klein qui sera animée par Sophie Bécherel. Avant de vous les présenter, je vais juste pendant quelques minutes vous parler de la Fondation Maïf. Comme vous le savez tous, la Maïf est une mutuelle d'assurance. Son métier, c'est principalement de réparer les conséquences des sinistres subis ou provoqués par ses sociétaires. Mais indemniser, c'est bien, mais prévenir, c'est encore mieux. La Maïf s'est préoccupée de la prévention des risques bien avant tous les assureurs, en créant successivement l'association Prévention Maïf en 1980 et la Fondation Maïf en 1989. Soutenir la recherche scientifique pour prévenir les risques. Voilà quel est l'objet social de la Fondation Maïf. En quoi cela consiste-t-il précisément? Le célèbre chercheur Stephen Hawking a dit « Si vous comprenez comment fonctionne l'univers, alors vous le contrôlez d'une certaine manière. » Je vous rassure, l'ambition de la Fondation Maïf est plus modeste. Mais elle procède du même principe. La science, la recherche scientifique peuvent nous aider à comprendre les risques, à interpréter les causes, à expliquer les conséquences. Cet apport de connaissances nouvelles doit ensuite être restitué vers le plus grand nombre. Parce que l'objectif de la Fondation Maïf est bien que les résultats de ces recherches scientifiques puissent servir à préserver les personnes et leurs biens. Sachez aussi que nous sommes fiers à la Fondation Maïf d'être reconnus d'utilité publique. Cela veut dire que nous travaillons et agissons pour le bien de tous, sans distinction aucune. Alors à l'origine, la Fondation Maïf a soutenu principalement des recherches sur les risques routiers. Puis elle a élargi son champ d'intervention aux risques de la vie quotidienne, aux risques naturels et plus récemment aux risques liés au numérique. Je ne résiste pas, mais je vous rassure, ça sera très court, de vous livrer quelques-uns de nos succès en y associant bien sûr toutes les équipes de recherche qui ont permis de découvrir un certain nombre de choses. Par exemple, en 2023, c'est demain, mais c'est aussi le futur, les normes internationales d'homologation des casques moto vont évoluer pour plus de sécurité pour les motards. L'ergonomie du casque sera différente et on est convaincu que cela va permettre d'avoir des accidents moins graves et de sauver des vies humaines. C'est une recherche soutenue par le professeur Villinger de Strasbourg. Dans la région Rhône-Alpes, actuellement, plus de 50 cars scolaires sont équipés d'un dispositif innovant permettant de multiplier par plus de 2,5 le taux moyen de port de la ceinture de sécurité. Vous savez que dans les corps scolaires, il n'y a pas de surveillance et les jeunes ne mettent pas très souvent, il faut le dire, la ceinture. Mais voilà, à travers une recherche à base de nudge, un système a été trouvé et ils ont le réflexe de mettre leur ceinture de façon de plus en plus nombreuse et c'est intéressant. Sur les tremblements de terre, il y a des possibilités de les détecter, mais surtout de les qualifier. C'est-à-dire que grâce à de nouvelles technologies, notamment par les réseaux sociaux, les gens qui subissent ces tremblements de terre arrivent à le quantifier, à le préciser, à localiser, ce qui permet d'envoyer les secours de façon plus rapide. Et bien sûr, puisqu'on est à l'ère du numérique, des dispositifs commence, et demain il y en aura encore plus, à exister pour sensibiliser et protéger les données personnelles. Vous le voyez, grâce à la technologie, il est toujours possible d'agir pour mieux comprendre, anticiper et protéger. Malheureusement, et l'actualité nous l'a montré, il restera toujours des aléas incontournables, notamment en catastrophe naturelle. Pensez à ce qu'il s'est passé récemment en Allemagne, à Haïti ou encore en Louisiane.
Mais finalement, on s'aperçoit qu'au centre du risque, très souvent, il y a l'homme. In fine, c'est presque toujours la personne qui va prendre une décision et qui va se mettre en danger ou pas. Au travers de plus de 30 ans de recherche scientifique sur les risques, la Fondation Maïf a progressivement acquis la conviction que la causalité majeure des risques provient des comportements humains. Et vous le savez tous, modifier les comportements reste complexe et instable. Alors la science peut nous y aider en décryptant et en modélisant l'homme. Car souvent, ce n'est pas la raison pure qui dicte nos comportements, mais plutôt nos émotions, nos craintes, nos envies, nos interprétations. Et méditons cette phrase d'Edgar Morin. « Il n'y a pas de raison sans passion et il ne devrait pas y avoir de passion sans raison. » Alors nos actes du présent sont aussi guidés par notre idée ou nos désirs du futur. Voilà pourquoi nous avons invité ce soir Étienne Klein pour nous en parler sur le thème qui est ici inscrit « Le futur est-il déjà présent ?» Étienne Klein, c'est un physicien. Il dirige le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au commissariat à l'énergie atomique de Paris-Saclay. Il est aussi docteur en philosophie des sciences et il enseigne d'ailleurs cette discipline à l'École centrale Supélec de Paris. Il est auteur de nombreux ouvrages, lauréat de plusieurs prix, membre de l'Académie des technologies, et nous sommes très heureux de le compter parmi nous puisqu'il est membre du conseil scientifique, d'administration de la Fondation Maïf. Depuis septembre 2017, il anime une émission radiophonique, la Conversation scientifique sur France Culture, qui a changé de titre juste à la rentrée, qui est devenue Science en question, où il partage ses savoirs et ses questionnements avec ses invités. C'est Sophie Becherel, journaliste scientifique, qui animera ce débat. Je l'en remercie. Et je vous invite maintenant à accueillir chaleureusement Sophie et Étienne. Bonne conférence, Étienne. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, Monsieur Ponsol. Avant de poursuivre cette soirée, 2 petits points techniques, pratiques. La soirée va se dérouler en 2 temps. Après l'exposé d'Étienne Klein, vous pourrez bien sûr poser vos questions. Et puis, nous sommes au CAC et donc nous vous demandons, si possible, d'éteindre et de ne pas utiliser vos portables. La conférence est captée. Le futur est-il déjà présent ? Drôle de question, vous en conviendrez. Et quand j'ai préparé cette conversation avec Étienne Klein, je me suis demandé comment l'aborder. Est-ce qu'il fallait convoquer la science-fiction, l'humour, et certains d'entre vous se souviennent peut-être du mot de Pierre Dac, « L'avenir de monsieur est devant lui, mais il sera derrière à chaque fois qu'il fera demi-tour ». Ou bien est-ce qu'il faut se colter avec la réalité et par exemple des études comme une toute récente sur l'éco-anxiété approuvée par la revue scientifique The Lancet Planetary Health qui nous apprend que 3/4 des jeunes trouvent le futur effrayant. Et parmi ces 10 000 jeunes de 16 à 25 ans qui ont été interrogés et qui vivent dans des pays du Nord comme du Sud, 59% déclarent être très ou extrêmement inquiets à propos du réchauffement climatique. Alors, le réchauffement climatique n'est pas tout le futur, mais voilà bien un futur qui est déjà présent. Les climatologues et les experts du GIEC nous le rappellent tous les jours. Alors, on parlera de ce futur-là, et puis j'espère de futurs un peu moins anxiogènes. Mais donc, avant cela, peut-être qu'il faut se demander ce qu'est le futur. Et donc, Étienne Klein, c'est à vous que je pose la question. En tant que physicien spécialiste du temps, est-ce qu'il existe une définition du futur ? Bonsoir à tous. Alors oui, on peut dire que le futur, c'est ce qui n'a pas encore eu lieu. C'est une sorte de la palissade. Mais le statut du futur, lui, il est l'objet de multiples discussions, notamment chez les physiciens. Alors, la conférence de ce soir n'est pas une conférence de physique, mais quand même, on voit bien que quand on représente le temps, par exemple l'axe des temps, grâce auquel on peut montrer la variation d'une fonction,
on a tous fait ça à l'école et on fait tous cela dans notre vie professionnelle. On représente l'axe des temps comme un segment sur lequel on met une flèche. On note l'instant présent, l'instant T, disons, et par habitude, on évite de se poser la question du statut qu'ont les instants qui suivent l'instant présent. Quand vous marquez l'instant T sur l'axe en question, quel est le statut des instants d'après ? Est-ce qu'ils existent déjà à attendre que vous arriviez ? Ou est-ce qu'au moment où vous êtes présent à l'instant T, les instants qui suivent sont encore dans le néant ? Et ça, c'est une question que les philosophes ont posée, et les physiciens la traitent à leur façon, parce que si vous prenez la théorie de la relativité d'Einstein, par exemple, il y a une interprétation possible qu'on appelle la doctrine de l'univers bloc, qui consiste à dire que l'espace-temps, c'est la même chose que l'espace, au sens où c'est quelque chose qui existe de toute éternité, et si nous avons, nous, l'impression que le temps passe, c'est parce que nous suivons dans l'espace-temps notre ligne d'univers. Un peu comme quelqu'un qui serait dans un train, qui regarde par la fenêtre, qui dit « le paysage défile ». En fait, non, le paysage ne défile pas. C'est le mouvement du train dans lequel se trouve cette personne qui crée l'impression qu'il a que le temps passe, enfin que le paysage défile. Ben, l'idée, là, c'est la même chose. L'espace-temps, il contient tous les événements, ceux du passé, ceux du présent, ceux du futur. La différence entre ces différentes chronologies, c'est que les instants du futur, les événements du futur sont déjà là, mais à un endroit où nous ne sommes pas encore. Et ceux du passé sont encore là, mais à des endroits où nous ne sommes plus. Et ce qu'on appelle le présent, c'est ce qui est déterminé par notre présence dans l'espace-temps. Et selon cette conception, évidemment, le futur, il existe déjà intégralement déterminé ailleurs que là où nous sommes. Et cette conception-là, évidemment, elle invite à ne rien faire, puisque tout est joué. Il n'y a plus de possibilité pour l'agir humain. Et elle s'oppose à une conception complètement opposée à celle-là qu'on appelle le présentisme, qui consiste à considérer que le présent est cerné par du néant. C'est-à-dire le passé n'existe plus du tout et le futur n'existe pas encore du tout, si j'ose dire. Et vous voyez que, en fait, notre façon de penser le futur mélange ces deux conceptions. C'est-à-dire qu'on retient de l'univers bloc l'idée qu'il y aura un futur demain. Et on retient du présentisme l'idée que ce futur n'est pas complètement déterminé. Il y a encore de la place pour le jeu, pour le projet, pour la volonté, pour l'envie, etc. Et chacun d'entre nous, selon les circonstances dans lesquelles il se trouve, selon l'état de son psychisme, va cumuler, ou harmoniser à sa façon un peu d'univers bloc avec ce fameux présentisme. Donc les physiciens ne tranchent pas, chacun fait sa sauce. La lecture de la relativité, elle milite vraiment pour l'univers bloc, mais si on met de la mécanique quantique dans l'affaire, ça devient beaucoup plus problématique. Donc ce n'est pas une thèse qui fait autorité. Mais suivant qu'on choisit soit la thèse, la théorie de l'univers bloc, soit le présentisme, qu'est-ce que ça change sur la façon qu'on a d'appréhender le futur ? Si vous prenez par exemple l'exemple du changement climatique, il y a des choses qui sont déterminées. Par exemple, ce qui va se passer du point de vue climatique dans les 10, 15, peut-être même 20 prochaines années est déjà décidé par les équations déterministes de la mécanique des fluides, par nos actions passées. Autrement dit, ce qui va se passer à relativement court terme est déjà joué et ne dépend plus vraiment de nos actions. Par contre, la suite de l'histoire dépend de ce que nous allons faire. Et si le futur est si difficile à prévoir, c'est pour toutes sortes de raisons sur lesquelles peut-être on reviendra, mais aussi par le fait que nous avons compris que tout ne dépend pas d'autre chose que de nous. Autrement dit, il y a des choses qui vont dépendre de ce que nous allons faire. Et comme nous ne pouvons pas prévoir ce que nous allons faire, nous ne pouvons pas prévoir ce qui va se passer. Et ça nous donne une forme de responsabilité qui nous invite à essayer d'élaborer une configuration du futur qui tienne compte à la fois de ce que nous voulons, il y a place pour le désir, je l'ai dit, mais aussi de ce que nous savons. Parce qu'il ne faut pas céder à l'utopie, il ne faut pas céder à des scénarios qui seraient certes très
enchanteurs, mais qui ne correspondraient à aucune possibilité de réalisation. Le progrès, ce n'est pas l'utopie. Ça ne consiste pas à imaginer un monde complètement différent. Quand on croit au progrès, non seulement on pense à un monde différent, mais on imagine un chemin possible pour l'atteindre, qui suppose sans doute du travail, peut-être même du sacrifice, pour réaliser ce qu'on a envisagé à l'avance. Et pour ce faire, il faut tenir compte de ce que nous savons. Et ce qu'on voit, c'est que parfois, quand certains résultats scientifiques correspondent à des vérités qui dérangent, on est capable de développer toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons. Nous le savons, mais nous faisons comme s'il y avait encore place pour le doute. Et ça conduit à toute forme de procrastination qui retarde les décisions qu'on devrait prendre, et ça augmente l'angoisse. Vous avez évoqué le progrès. Est-ce que la perspective de progrès a changé aujourd'hui par rapport à celle du siècle dernier ? De façon radicale. L'idée de progrès correspond à un mot qu'on a écrit pendant 3 siècles avec une majuscule. Le progrès, c'était vraiment une sorte d'idéologie qui laissait penser que le futur serait meilleur que le présent, à condition d'y travailler. Autrement dit, l'âge d'or n'est plus dans le passé, comme le pensaient les anciens, il est dans le futur, à condition de travailler à le faire advenir. Il y a un texte magnifique de Kant qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?», dans lequel il parle du progrès, et il dit dans ce texte très court, « Le progrès, c'est une idée doublement consolante et, ajoute-t-il, sacrificielle. » Alors ce qu'il veut dire par là, c'est que l'idée est consolante parce qu'elle nous permet de penser que nos enfants vivront mieux que nous. Donc elle nous console des malheurs du présent. Mais elle nous console aussi du fait qu'elle donne un sens au sacrifice qu'elle réclame. Parce que dit Kant, c'est que le progrès, ce n'est pas automatique. Il ne suffit pas d'y croire pour qu'il se réalise. Il faut y travailler. Et donc croire au progrès, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. Ce qui suppose qu'il y ait une philosophie de l'histoire. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on ait une philosophie de l'histoire, on les a abandonnées. C'était en général des idéologies. Et c'est plutôt bon signe pour nous que nous les ayons abandonné ces idéologies. Le problème, c'est qu'on ne les a pas remplacées par quelque chose qui pourrait tenir lieu de cap. Et cette idée de progrès, donc, a été pensée pour l'essentiel par des philosophes des Lumières français, Diderot, Condorcet, d'Alembert, disons les pères de l'encyclopédie et quelques autres. Cette idée a été présentée sous une forme qui était un peu naïve. Par exemple, Condorcet pensait qu'il y avait, entre les différentes formes de progrès, scientifique, technologique, moral, politique, un embrayage automatique. Tout progrès scientifique engendre un progrès technique, qui engendre un progrès matériel, qui engendre un progrès moral, qui engendre un progrès politique. Et on voit que ce n'est pas si simple. Le XXe siècle a montré que cet embrayage ne fonctionne pas vraiment. Il y a des endroits où le progrès technique est très impressionnant, et c'est la barbarie quand même, je pense au régime nazi, et à d'autres exemples qu'on pourrait avoir en tête. Et donc on a appris au cours de l'histoire qu'il y avait des formes de naïveté dans leur façon de penser l'idée de progrès. Et puis peu à peu, à partir des années 1980, le mot progrès est tombé en désuétude progressive. Avec un collègue de l'Académie des technologies qui s'appelle Gérald Bronner, on a utilisé un logiciel qui compte l'occurrence des mots dans les discours publics. Et on a regardé ce que ça donne pour le mot progrès. Et on voit que le mot progrès perd sa majuscule après la Deuxième Guerre mondiale, mais continue d'être très dominant. Et puis il commence à décliner au moment où réapparaît un mot très ancien qui avait été oublié, qui est le mot innovation. Et puis à mesure que le temps passe, l'innovation monte, le progrès descend. Le croisement des deux courbes s'est fait en 2003 et la disparition complète du mot progrès dans les discours publics s'est faite dans le quinquennat 2007-2012. Vous pouvez le voir très facilement. Tous les candidats à la présidentielle en 2007 utilisent le mot progrès et en 2012, plus aucun. Et donc c'est quand même un constat vertigineux
comment un mot si important, qui a été structurant de la modernité pendant des siècles, a-t-il pu disparaître aussi rapidement? Alors on pourrait se dire, innovation, progrès, c'est des mots presque synonymes. On a simplement modernisé le mot progrès par un mot qui dit la même chose, qui serait le mot innovation. En réalité, quand on regarde les discours, disons les rhétoriques dans lesquelles on insérait le mot progrès et qu'on les compare aux rhétoriques dans lesquelles on insère le mot innovation, on s'aperçoit que notre façon de parler de l'innovation ne rend pas justice à l'idée de progrès. Alors ça serait long à développer, je vais être très court, très bref. On a le temps. Non mais, en gros, je l'ai dit, croire au progrès, c'est configurer le futur d'une façon crédible et attractive et travailler à le faire advenir. Donc c'est l'idée qu'on se fait du futur qui détermine nos actions. Et donc ça s'appuie sur l'idée d'un temps qui passe qui serait un temps constructeur. Le temps qui passe est complice de notre liberté et de notre volonté. Le temps qui passe, en fait, est notre allié. Plus il aura passé, et mieux ce sera. Et on voit bien que la rhétorique de l'innovation, telle qu'on la trouve par exemple dans le rapport de la Commission européenne de 2010 qui veut faire de l'Europe l'union de l'innovation, lisez ce texte, il fait 50 pages, il contient le mot innovation 307 fois, ça veut dire que le mot est présent, jamais défini d'ailleurs. Et en fait, c'est un document dans lequel on explique que les défis auxquels l'Europe est confrontée augmentent à mesure que le temps passe, et leur gravité augmente également. Et le texte dit, l'Europe a compris que c'est grâce à l'innovation qu'elle pourra relever ces défis. Autrement dit, ce qui légitime l'innovation, c'est non pas du tout une certaine idée du futur qu'on aurait configuré à l'avance d'une façon crédible et attractive, c'est l'état critique du présent. C'est l'état critique du présent qui détermine la rhétorique de l'innovation. Et donc, sans qu'on le voie de façon très nette, la rhétorique de l'innovation s'appuie sur l'idée d'un temps qui passe, qui est corrupteur. C'est l'idée que le temps dégrade les situations, aggrave les défis. Et d'ailleurs, quand on regarde l'histoire du mot innovation, chose que j'ai faite avec un collègue du CEA qui s'appelle Vincent Bontemps, qui est un philosophe, en fait le mot innovatio est un mot qui est apparu au XIVe siècle dans le vocabulaire juridique. Une innovatio, c'est ce qu'il faut changer à un contrat déjà signé pour que le contrat demeure valide compte tenu de certains changements qui se sont produits. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un avenant. Donc l'innovatio, c'est ce qu'il faut faire pour que le contrat demeure valide. Donc l'innovation est liée à un principe de conservation. Ensuite, le mot circule, notamment dans le vocabulaire politique. Chez Machiavel, dans Le Prince, Machiavel explique qu'un prince qui a le pouvoir ne doit pas innover politiquement. Sauf si son pouvoir est menacé. Donc c'est pareil, il faut innover pour que rien ne change. Autrement dit, il faut innover pour changer ce qu'il faut changer pour que rien ne change. Et ensuite, celui qui va introduire le mot innovation en le reliant à la science et à la technique, c'est un philosophe anglais qui s'appelle Francis Bacon, XVIIe siècle. Donc avant les Lumières, il écrit un livre qui s'appelle « Essais et conseils civils et moraux », traduit en français, chez Vrin, et il y a un chapitre qui s'appelle « L'innovation ». Et si vous lisez ce chapitre sans savoir qu'il a été écrit par Bacon il y a plusieurs siècles, vous aurez l'impression que c'est un chapitre qui a été écrit la semaine dernière par Alain Minck ou Jacques Attali. Autrement dit, Bacon parle de l'innovation comme nous. Ou plutôt, nous parlons de l'innovation comme lui. Ça veut dire que notre rhétorique n'est pas celle des philosophes des Lumières. Et ce que dit Bacon, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, le temps qui passe est corrupteur. Avant, c'était l'âge d'or. Le passage du temps dégrade la situation initiale. Les forces du mal sont continues, les forces du bien étaient maximales au départ. Qu'est-ce qui va se passer si on laisse le temps accomplir son œuvre?
ça va être l'apocalypse. Comment empêcher que le mal l'emporte? Réponse de Bacon, l'innovation. Et il parle de l'innovation technique. Et c'est toujours la même idée, il faut innover, non pas pour construire un autre monde, comme le penseront plus tard les philosophes des Lumières, mais pour empêcher que le monde se défasse. Donc c'est un principe de conservation. Et moi je trouve personnellement dommage qu'on ait renoncé à l'idée de progrès, parce que finalement, si on croit au progrès, on doit soumettre cette idée à elle-même, c'est-à-dire la faire progresser, au lieu de l'abandonner. Qu'est-ce qu'il faudrait retravailler dans la conception que les philosophes de Lumière ont eue de l'idée de progrès pour que cette idée redevienne vivace et pertinente? Donc le progrès aujourd'hui, vous diriez qu'il n'est incarné ni par personne, que les politiques, vous nous l'avez expliqué, l'ont complètement abandonné, et que c'est plus un projet de société que de se projeter en se disant on va progresser. En tout cas, le progrès, il est massif dans beaucoup de secteurs. Mais on ne le baptise plus progrès. Mais le mot progrès disparaît. Ça ne veut pas dire que l'idée de progrès soit abandonnée, mais le mot progrès a disparu, peut-être parce que il y a trop de contradictions associées à ce mot. Penser qu'on va peut-être aller sur Mars et constater qu'il y a des gens qui dorment dans la rue en hiver, ça fait un choc intellectuel, il y a une dissonance cognitive. Et d'ailleurs, c'est une très bonne expérience de pensée que d'imaginer que les pères fondateurs de l'idée de progrès soient embarqués dans des capsules temporelles qui les amènent en 2021. Faites expérience de pensée. Imaginez qu'on mène dans un vaisseau temporel d'Alembert, Diderot, Condorcet, etc. On va mettre quelques Anglais aussi, Spencer, David Hume, etc. Et on les fait atterrir en 2021. Évidemment, vous ne pouvez pas tout leur montrer d'un seul coup. Tant les choses ont changé. Tant les choses ont changé, ils vont devenir fous. Alors vous allez organiser des visites que vous pouvez imaginer à votre guise. Par exemple, vous allez les emmener dans une classe de terminale, suivre un cours de mathématiques. Mais ils vont être éberlués. D'abord de constater que l'enseignement est obligatoire et qu'on enseigne à des jeunes gens, des jeunes filles de 17, 18 ans, des mathématiques qu'ils ne connaissent pas. Calcul différentiel, calcul matriciel. Ça ne veut pas dire que les élèves de terminale aujourd'hui sont meilleurs en maths que Descartes ou d'Alembert, mais ils vont voir qu'il s'est passé des choses qu'eux-mêmes n'avaient pas pu imaginer. Ensuite, vous les amenez au CERN, à Genève. Là, ils vont avoir un choc. Vous leur expliquez la découverte du boson de Higgs. Ils vont comprendre que des découvertes de physiciens changent la façon de répondre philosophiquement à des questions de philosophie, sur la nature de la matière, sur l'origine de la masse. Ils vont être éberlués. Ensuite, vous leur expliquez qu'au XIXe siècle, des ingénieurs, des physiciens ont découvert une nouvelle interaction qu'on a baptisée l'électromagnétisme, grâce à laquelle on a pu construire des appareils qu'on met dans les foyers qui peuvent retransmettre le son et l'image, ce qu'on appelle des téléviseurs. Alors, ils vont dire, c'est incroyable ça. Donc qu'est-ce que vous faites avec? Vous retransmettez les cours du Collège de France. Et là, vous les collez devant une chaîne privée le samedi soir. D'accord? Ils vont se demander, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Ils vont parler d'allothélie, c'est-à-dire que le but visé est très différent du but qui a été atteint. Et puis comme ça, vous pouvez imaginer toutes sortes de situations, imaginer leurs réactions et constater ainsi les endroits où nous sommes allés beaucoup plus loin et beaucoup mieux que ce qu'ils avaient espéré, et puis les endroits, au contraire, on a failli d'une certaine façon. Et ça, c'est une façon de réinterroger l'idée de progrès, de la retravailler, de la critiquer, peut-être de la rénover, donc de la faire progresser. Et je pense que c'est un travail que nous devons aux jeunes générations, puisque ma génération, qui a été adolescente dans les années 70, a bénéficié d'une narration du futur incroyablement optimiste. Même s'il y avait des menaces atomiques et autres, il y avait des magazines pour adolescents, Tintin, Spirou, Pilote, qu'avec mes frères et sœurs nous lisions chaque semaine. Et le futur, l'an 2000, était
représenté. Aux deux sens du terme. L'an 2000 était mis dans notre présent. Et il était représenté au sens où il était dessiné. Il y avait des bandes dessinées qui expliquaient comment on allait voyager, travailler, se nourrir en l'an 2000. Beaucoup de ces projections sont révélées fausses. Mais peu importe. Chacun d'entre nous pouvait tracer un chemin, une trajectoire personnelle entre le présent où nous étions et le futur qui nous était représenté. Ça avait quelque chose de rassurant et on pouvait choisir tel métier, par exemple, en fonction de la façon dont le futur était représenté. Et aujourd'hui, on ne fait plus ça. Le futur est laissé en jachère intellectuelle. Personne ne sait dire comment sera 2050. Personne ne sait dire comment sera 2100. Et ça crée une forme d'angoisse, révélée par le sondage que vous venez de citer, et qui correspond peut-être au fait que dans les années 90, on a renversé les poussettes. Renverser les poussettes. On a renversé les poussettes. Les poussettes pour enfants ? Oui. C'est un événement historique qui est passé complètement inaperçu. Mais avant, les enfants étaient poussés dans le sens inverse de la marche. Donc ils regardaient la personne qui les poussait, leur mère, leur père, leur nourrice, échangeaient des sourires, des grimaces, et étaient connectés à leur passé, à leur origine, qui les rassurait. Et puis tout d'un coup, il y a eu la mode du jogging, en même temps qu'on a inventé les congés paternité en Suède. Donc il fallait courir en Donc poussant le les gamin. Les pères sont mis à pousser les poussettes, mais ils voulaient courir. Donc ils ont retourné les poussettes avec les 3 roues là pour être vers l'avant. Il y a des gens qui ont loué cette initiative en disant qu'enfin les enfants, les bébés allaient pouvoir s'ouvrir à la nouveauté, quitter le carcan familial oppressif. Mais en réalité, ils ne voient que des inconnus. Et ils ont peur. Bon, c'est une métaphore, évidemment. Mais ça a été très, très bien expliqué par un mathématicien français qui s'appelle Olivier Rey, qui a raconté tout cela dans un livre qui s'appelle « Une folle solitude ». Il raconte comment s'est fait ce basculement des poussettes, quand même, qui a été un événement mondial. Ça a commencé quelque part, et puis les poussettes dans le monde entier se sont retournées. Alors j'ai vu qu'aujourd'hui, elles étaient réversibles. Donc les parents, ils ont le choix entre... Il y a un espoir. Voilà. Vous avez dit on n'arrive plus à configurer ou se représenter le futur. Mais quand même, dans le sondage que je citais, dans cette enquête, on voit bien que pour les jeunes générations, il est surtout associé au changement climatique. Et donc, c'est un futur très anxiogène. Donc, quand même, on se le représente, mais malheureusement de manière très noire. Oui, mais c'est ça qui a changé. C'est que avant, les discours des scientifiques qui éclairaient le futur étaient crédibles et attractifs. Grâce à la science, on va pouvoir faire ceci, cela. Et là, tout d'un coup, les scientifiques, lorsqu'ils parlent de l'environnement, je ne parle pas des scientifiques qui parlent des trous noirs, de cosmologie, de physique des particules, qui, eux, peuvent continuer à nous faire rêver. Mais ceux qui travaillent sur le climat, sur la biodiversité, sur la pollution des sols, de l'air, la pandémie, des zones, etc., tout ce qu'ils disent sur le futur n'est pas attractif du tout. D'où cette contradiction qui a mis l'idée de progrès en porte-à-faux. Quand c'est crédible, c'est pas attractif. Quand c'est attractif, c'est pas crédible. Et du coup, l'idée même de progrès s'est trouvée empêtrée dans cette contradiction, ce qui a sans doute expliqué en partie le fait qu'on a abandonné le mot. Mais ça signifie que les scientifiques ont donc une responsabilité. S'ils ne savent pas nous présenter quelque chose de plus modéré que ce que l'on entend aujourd'hui, peut-être qu'ils ont une responsabilité. La première responsabilité des scientifiques, dans quelques domaines qu'ils travaillent, c'est de faire entendre ce qu'ils savent. Mais vous voyez qu'il y a différentes sortes de connaissances scientifiques. Il y a des connaissances scientifiques ou des découvertes qui peuvent être fondamentales, extrêmement importantes, mais qui n'ont pas d'effet sur nos façons de penser, ni sur nos façons de vivre. Je pense à l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, la découverte du boson de Higgs, qui était attendue depuis 48 ans par les physiciens, qui a complètement changé la façon de comprendre, la façon dont les particules acquièrent leur masse dans l'univers primordial. Ça, peut-être vous pouvez rappeler.
ce qu'est le boson de Higgs. Alors c'est une particule qui est associée à un champ qui est apparu dans l'univers primordial, et les particules qui sont sans masse sont couplées à ce champ, et c'est l'intensité de ce couplage qui détermine la masse qu'elles acquièrent. Donc en fait la masse des particules, au lieu d'être une propriété qu'elles portent en elles-mêmes, résulte de l'interaction qu'elles ont avec ce champ. Donc ça a des conséquences énormes en cosmologie notamment, mais en fait ça ne sert à rien, au sens où il n'y a pas d'application du boson de Higgs. On ne va pas faire des médicaments avec, ni autre chose, puisque leur durée de vie est de 10 puissance moins 23 secondes. Donc c'est une découverte fondamentale qui n'a pas de conséquences sur nos façons de vivre et même de réfléchir, sauf si on fait de la physique. Et donc, quand cette découverte a été annoncée, personne ne l'a contestée. On n'a pas vu apparaître en librairie des ouvrages intitulés « Ma vérité sur le boson de Higgs ». Mais il y a d'autres découvertes scientifiques, celles qu'on vient d'évoquer, qui correspondent à des très mauvaises nouvelles. C'est ce qu'on appelle des vérités qui dérangent. Et quand une vérité nous dérange, parce qu'elle nous oblige à repenser nos modes de vie, à repenser l'idée même de nature, alors nous développons toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons, pour contester ces résultats, ou bien nous disons « Ah, la science, c'est le doute, et donc il est trop tôt pour agir et décider ». Là, on en a eu une démonstration éclatante avec la pandémie. Alors la pandémie, ça a été un festival. Un festival, la mise en scène de la science et de la recherche pendant la pandémie, mise en scène qui a fait croire que la science et la recherche, c'était la même chose. Oui, mais je reviens à la question, est-ce que c'est les scientifiques qui ont failli ? Alors, je ne sais pas. Moi, je refuse la politique des boucs émissaires, mais il y a certainement des scientifiques qui ont failli, mais aussi le public qui n'a pas fait preuve d'un grand esprit critique quand ce qu'il entendait était conforme à ce qu'il espérait. Non, il ne s'agit pas de dire qui est coupable, il s'agit de voir comment ça fonctionne. La science et la recherche, c'est deux choses qui n'ont rien à voir, même si elles se touchent. La science, c'est ce qu'on considère comme étant les bonnes réponses à des questions bien posées. Et ces résultats scientifiques, ces vérités scientifiques, on peut les contester, évidemment, à la condition d'avoir des arguments pour le faire. Des arguments scientifiques. Mais vous voyez bien qu'il y a des résultats de science dont on ne voit pas très bien comment on pourrait les remettre en cause. La Terre est ronde et non pas plate. C'est acquis. L'atome existe. C'est acquis. Les espèces vivantes évoluent. C'est acquis. L'univers observable est en expansion, c'est acquis. Mais ce corpus de connaissances stabilisé, par définition et par construction, il est incomplet. Et donc il pose des questions dont nous ne connaissons pas les réponses. Par exemple, est-ce qu'il existe une vie extraterrestre ? On n'en sait rien. Où est passée l'antimatière qui était présente dans l'univers primordial ? On n'en sait rien. Donc on fait des recherches. Donc le moteur de la recherche, c'est le doute. C'est le moteur de la recherche en même temps que c'est son combustible. Parce qu'à mesure qu'on apprend les réponses à des questions dont on ne connaissait pas les réponses au départ, le doute se déplace. Mais quand vous confondez la science et la recherche, alors l'idée de doute qui est consubstantielle à la recherche vient coloniser l'idée même de science. Et on en arrive à dire la science, c'est le doute. Mais si la science, c'est le doute, alors moi, avec mon ressenti, mes croyances, mes connaissances, ma culture, je suis autorisé à dire ce qu'il faut penser de tel ou tel sujet scientifique qui fait l'objet d'une controverse, d'autant plus que je vois sur les plateaux de télévision des experts qui ne sont pas d'accord entre eux. D'accord ? Et ça produit des effets ravageurs. Et la leçon qu'on peut en tirer, c'est qu'un scientifique qui parle dans les médias ne devrait jamais parler à la première personne. Il devrait dire « nous savons que ». Nous, ça veut dire qu'il y a une communauté qui a discuté, travaillé. Les résultats ont été soumis au regard critique des autres. On a pu ensuite retravailler pour répondre à des questions qui étaient posées par la discussion.
Et au bout d'un certain temps qui peut être très long, on se met d'accord pour dire que la démarche qu'on a suivie a permis de faire parler un bout du réel. Parfois, ça peut être très long, la discussion. Dans le cas de l'atome, ça a pris 2500 ans. D'accord ? Entre l'idée de l'atome et la découverte de l'atome, il s'est passé 2500 ans de discussion et de controverses. Et donc, un scientifique devrait dire « nous savons que », et ça c'est la science. Et nous nous demandons si, les questions que nous nous posons sont celles-ci, ça c'est la recherche. Mais vous voyez qu'au lieu de raisonner de cette façon, eh bien, on a préféré organiser des joutes entre experts dont on savait à l'avance qu'ils n'étaient pas d'accord, et pour cause, leur désaccord portait sur des questions dont la recherche n'avait pas encore donné les réponses. Et donc les controverses étaient prématurées. Pour revenir à l'idée de progrès, vous avez dit qu'il n'y a pas de progrès crédible qui soit désirable, c'est ça? Est-ce que ça n'est pas parce qu'il y a un paramètre qu'on ne veut pas prendre en compte, qui est le risque aujourd'hui? On veut toujours le risque zéro. Alors, il y a cette idée du risque zéro, mais vous voyez que l'ambition d'avoir une sorte de perception objective des risques est une sorte d'impasse. Parce que quand vous voulez relativiser un risque, vous dites « ah, ce risque-là, on en parle beaucoup, mais en fait, il est moins grand que tel autre, auquel vous n'aviez pas pensé. » Donc en voulant comparer les risques, on met sur la table des risques supplémentaires par rapport à ceux qu'on avait imaginés au départ. Et l'idée de risque devient proliférante. Moi, je pense qu'il faut retenir une leçon d'un sociologue anglais qui s'appelle David Fleming, qui a démontré qu'on avait ce qu'il appelle, alors c'est un peu compliqué, mais je vais expliquer, il appelle ça un principe inverse d'évaluation des risques. Ce qu'il veut dire par là, c'est que pour que nous considérions qu'un risque est un risque, il faut que nous soyons capables d'imaginer des mesures permettant de réduire ce risque. Autrement dit, l'idée de risque est associée à l'idée que le risque dont on parle peut être réduit. Si on n'imagine pas de solution pour réduire le risque n'est plus pensé comme un risque, mais il est pensé comme une fatalité. Par exemple, dans les années 70, la mortalité routière en France était terrible. Je crois qu'en 1976, et les gens de la Maïf me corrigeront si je me trompe, il y a eu 16 000 morts sur les routes françaises. 16 000 morts. Personne ne s'en alarmait parce que c'était le prix à payer pour circuler librement à grande vitesse. C'était la liberté. Le prix à payer pour être libre de rouler comme on veut à grande vitesse. Et un jour, un député a fait une intervention au Parlement, à l'Assemblée, en disant « Nous sommes en train d'assassiner la jeunesse de France ». Et c'est à ce moment-là qu'on a pris des mesures pour faire baisser la mortalité routière. Rond-point, ceinture de sécurité, qui a fait l'objet d'une opposition très très forte au nom de la liberté, avec des slogans qui ressemblent beaucoup aux slogans des manifestations que je vois passer devant ma fenêtre le samedi après-midi. Donc à l'époque, il y a eu débat. Il y a eu débat. Plus qu'il n'y en a aujourd'hui. Absolument. Mais là, l'idée de risque, si vous voulez, pour réduire un risque, il faut soit limiter la probabilité qu'il advienne, soit limiter les dommages qu'il occasionne. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce député, il a donc eu une phrase choc, on assassine la jeunesse de France, et il n'a pas cherché à faire de la pédagogie sur quantifier le risque, l'accepter ou pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on réussit à appréhender réellement les risques? Est-ce qu'on est assez éduqué pour comprendre ce qu'est un risque? Quand on entend ses opposants au vaccin, ses opposants... voilà, il n'y a pas beaucoup derrière d'argumentation. Moi, je pense que non, parce que si vous pensez aux risques liés aux technologies, alors les technologies dont je parle, c'est OGM, nucléaire, vaccin, nanotechnologie, vaccin, la 5G, etc. Vous voyez que la façon dont nous percevons les risques associés à ces technologies n'est pas du tout liée à la connaissance que nous avons de ces technologies, mais à ce qu'on pourrait appeler leur halo symbolique. C'est-à-dire,
ce qu'on appelle le halo symbolique d'une technologie, c'est une formule d'un philosophe français qui s'appelle Gilbert Simondon, c'est tous les récits qui sont associés à cette technologie. Par exemple, s'agissant de la 5G, si le maire d'une grande ville dit avec la 5G, nous pourrons voir des films pornographiques dans les cabines d'ascenseur, il crée un certain halo symbolique. Une autre personne dira, avec la 5G, on pourra opérer des malades à distance. Il crée un autre halo symbolique. Et nous allons juger, nous allons établir notre jugement sur la technologie à partir de l'appréciation que nous ferons des différents halos symboliques qui nous sont présentés. Et le fait d'avoir un avis pour ou contre ces technologies nous dédouanera de l'obligation de nous instruire sur ces technologies. Autrement dit, on observe une décorrélation complète entre la militance et la compétence. Faites le test autour de vos amis, auprès de vos amis. Vous avez sûrement des amis qui sont pro-nucléaires. Oui. C'est pas net, mais... Aussi. Voilà. Vous avez des amis qui... Parce que quand je parle écologistes, quand je parle de militance, je parle de militance pro ou anti, pareil. Moi, mes amis pro-nucléaires, si je leur demande, les amis, pourquoi est-ce qu'on met de l'uranium dans les centrales nucléaires? Pourquoi on ne met pas du tungstène ou du krypton? Ben, ils ne savent pas répondre. Je demande à mes amis anti-nucléaires, les amis, pourquoi on met de l'uranium dans les centrales? Ben, ils ne savent pas répondre. Autrement dit, le fait d'avoir un avis tranché dédouane de l'obligation de s'instruire. Et ça, c'est un problème, puisque ça crée un biais dans la perception que nous avons des risques, qui fait que nous les jugeons sans tenir compte de leur réalité concrète et objective. Ensuite, il y a l'ambivalence du principe de précaution. Parce que le principe de précaution, il a deux versions. Il a la version institutionnelle. Vous savez qu'il est inscrit dans la Constitution. Et donc, quand vous faites une innovation, eh bien, vous devez travailler à réduire, ou plutôt à augmenter la connaissance qu'il est possible d'avoir sur les effets de cette technologie, par exemple. Vous avez des doutes sur les effets secondaires de tel ou tel médicament, par exemple, mais votre obligation, c'est de travailler à réduire la marge d'erreur et à augmenter la connaissance que vous avez de ces effets secondaires. Donc le principe de précaution, c'est un principe qui impose de faire de la recherche. De la recherche. Pas un moratoire, de la recherche. C'est un principe qui demande qu'on travaille, pour le dire de façon brutale, à réduire les dangers. Mais vous avez une autre version du principe de précaution, notamment médiatique, qui vise à réduire non pas les dangers, mais l'anxiété. L'anxiété. Or, les mesures qu'on prend pour réduire l'anxiété de la population n'ont rien à voir avec les mesures qu'on prend pour réduire les dangers. Voilà, on pourrait donner des exemples. Et donc ça crée, si vous voulez, une confusion qui fait qu'on a beaucoup de mal à traiter des risques pour ce qu'ils sont. Et s'agissant du changement climatique, je pense que pour les 30 ans qui viennent, je l'ai dit, on est en régime balistique, on sait à peu près ce qui va se passer. C'est très inquiétant, ça oblige à prendre des mesures. Il y a des gens qui vont devoir se déplacer, c'est déjà le cas. Les glaciers vont disparaître au cours du siècle dans les Alpes, à la fin du siècle dans l'Himalaya. Quid de l'eau douce, quid des précipitations, quid de la survie des populations. Voilà le problème intellectuel qu'il faut résoudre. Et c'est pour l'humanité un test d'intelligence collective. Mais oui, parce que si on vous suit dans cette hypothèse des halos, on est donc plus capable, pour imaginer un futur commun, de se mettre ensemble et de définir ensemble quelque chose. Chacun va choisir finalement son halo individuellement. Oui, on a une attitude individualiste. Voilà, et on va être pris collectivement. Et c'est peut-être ce que traduit ce sondage que vous avez évoqué. 3/4 des jeunes Européens sont tétanisés d'angoisse. Bon. C'est qu'en fait, on est dans une sorte de conscience malheureuse, comme disait Hegel. C'est-à-dire qu'on a compris le problème, on connaît la solution, mais cette solution est tellement difficile à mettre sur pied qu'elle est en fait pratiquement impossible. Et c'est ça qu'on appelle la conscience malheureuse. Et c'est ce qui fait qu'on ne parle plus de lutte contre le changement climatique, qui était le thème des années 2000.
on parle d'adaptation. On parle des deux. Oui, mais on a sorti le réchauffement climatique à une adaptation dans obligatoire. Les programmes de l'ANR, il n'y a plus lutte, il y a adaptation. Ça veut dire que c'est une donnée. On ne peut plus lutter contre, il faut s'y adapter. Et ça, c'est l'idée que voilà, on va le subir et il faudra trouver des moyens de l'encaisser sans trop de dommages. Mais ce n'est pas la même chose que lutter contre. Et ce qu'il faudrait éviter, c'est, en tout cas chez les jeunes, qui vont passer le plus clair de leur temps dans le futur, il faut qu'ils ne cèdent pas à la tétanie. C'est-à-dire, il faut qu'ils ne se posent pas la question d'être optimiste ou pessimiste, qui sont deux façons d'être dans l'inaction. Si vous êtes optimiste, vous dites ça va s'arranger, la technologie va trouver des parades. Et si vous êtes pessimiste, vous direz c'est fichu. Non, il faut tenir compte de ce qu'on sait dans notre façon de penser l'action. Et d'ailleurs, il y a cette définition de l'optimisme qui était proposée par Jean d'Ormesson. Je ne sais pas si vous la connaissez. Jean d'Ormesson disait un optimiste, c'est un gars qui fait ses mots croisés avec un stylo bille. Bon, ben voilà. Et c'est un peu stupide de faire ses mots croisés avec un stylo bille. Il vaut mieux prendre un crayon à papier et raturer si on se trompe. Pourtant, et vous en côtoyez sûrement des jeunes puisque vous êtes enseignant auprès de jeunes, ils sont nombreux ceux qui ont des idées, des projets, qui agissent. Donc tout n'est pas noir. Oui, c'est pour ça que je suis étonné par les chiffres du sondage que vous avez cité. 3 quarts sont effrayés par le futur. Alors sans doute que chacun d'entre nous a des biais dans les jeunes qui font. Moi, mes étudiants de centrale, je sais à peu près ce qu'ils pensent parce que je leur demande des dissertations et donc je vois ce qu'ils pensent. Il y en a à peu près un tiers qui sont vraiment technophiles. C'est-à-dire qu'ils pensent que la solution, c'est l'innovation technologique, déclinée à toutes les échelles, et qu'on pourrait s'en sortir par plus d'intelligence technique. Et puis d'autres, la majorité, ils sont pas du tout technophobes, mais ils ont conscience que la technologie ne suffira pas, qu'il y a des modifications à apporter à nos modes de vie. Et eux sont très engagés, ils sont très militants dans des associations, pas forcément techniques d'ailleurs, ils font de l'aide dans les régions un peu défavorisées, en aidant les jeunes gens, les jeunes collégiens à faire leurs devoirs, etc. Ils essaient de réduire les inégalités sociales, parce que c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Il n'y a pas que la question du climat, il y a d'autres questions qui se posent, et eux sont très engagés, et ils ont déjà, à mon avis, complètement intégré l'idée qu'ils ne vivront pas comme leurs parents. Ces technophiles, enfin le futur, est-ce qu'il sera technophile ou est-ce qu'il sera plutôt humain, au sens où le plus important c'est de construire un projet de société humain qui fasse ou non appel à la technologie? En fait, le but de la politique, c'est quand même de construire un projet de société. D'accord ? Sauf qu'aujourd'hui, l'ensemble des contraintes qui sont apportées à ce projet est colossal. Parce que nous avons progressé dans notre connaissance des mécanismes de l'environnement. Alors d'aucuns vont dire c'est la science qui est coupable. C'est la science qui a conduit à une sorte d'hubris dans nos comportements. On a considéré la nature comme inépuisable, on peut piocher des ressources indéfiniment, et on a surtout pensé que il n'y a pas de rétroaction de la nature induite par nos comportements. Et d'aucuns disent que c'est Galilée le responsable. Galilée a dit la nature est écrite en langage mathématique, et à partir de cette coupure galiléenne, on a pu penser l'homme comme un être d'antinature. Non pas au sens où l'homme serait contre la nature, mais au sens où l'homme échapperait par son intelligence et son statut singulier à la nature. Descartes, comme maître et possesseur de la nature. Donc c'est l'idée qu'il y a la nature et l'homme qui est transcendant par rapport à la nature, qui, parce qu'il comprend les lois de la nature, peut cheminer en échappant à ces lois. Bon. Et ça a donné la science contemporaine avec son efficacité incroyable. Mais ce qu'on n'avait pas vu, c'est que la nature rétroagit sur nos actions, notamment l'atmosphère. Et du coup, d'aucuns disent il faut liquider la science au motif d'un mauvais usage du monde. Nous nous sommes mal comportés parce que la science
nous a donné des pouvoirs que nous avons mal utilisés. Et donc, il faut liquider la science pour ne pas bénéficier de pouvoirs qui détruisent la nature. Bon. Et moi, personnellement, hein, je suis contre ça, évidemment. Parce que c'est la science qui nous a permis de voir les ravages dont nous parlons. Et si nous ne tenons pas compte de nos connaissances dans la façon de penser les actions nécessaires pour que le futur soit vivable, ben nous irons vers des désastres, pour le coup. C'est pas avec la physique d'Aristote qu'on va régler la question du climat. C'est pas avec la biologie de Pline l'Ancien qu'on va résoudre la question des épidémies. Donc on n'a jamais eu autant besoin de connaissances scientifiques. Mais ce qui est nouveau et intéressant, c'est que nous devons prendre acte du fait que comme l'idée de progrès a été largement abandonnée, c'est à nous qu'il revient de dire ce que nous allons faire des possibilités que la science nous donne. Avant, les gens disaient bah, la science permet de faire ça, on y va, on verra bien. Et toutes les possibilités étaient, sinon exploitées, du moins explorées. Et aujourd'hui, non. Nous devons décider collectivement du compagnonnage que nous voulons faire avec les nouvelles technologies dont j'ai parlé. La science vous dit comment faire des réacteurs nucléaires. Elle ne vous dit pas si vous devez les faire. Pour donner une comparaison, lisez le discours qu'a prononcé Lamartine. Il était député, hein, je vous rappelle, à la Chambre des députés en 1848. 1848, c'est l'année où en France, il y a eu le premier accident de chemin de fer vraiment très grave. Il y a eu 52 morts. En fait, tous les passagers sont morts carbonisés. C'était la ligne Paris-Meudon. Donc pas de très grande distance. Il y a eu un débat dans la presse. À quoi ça sert le train? Ça va pas plus vite que le cheval, ça fait des morts, c'est horrible, etc. Et Lamartine a clos le débat en fait dans un discours à la Chambre, dont les dernières phrases sont les suivantes. Plaignons-les, il parle des victimes, plaignons-nous, nous sommes en deuil, mais marchons. C'était avant la création de En Marche. Hein. Ça veut dire que ce n'est pas un accident de train qui va arrêter la marche du progrès. Bon, imaginez aujourd'hui un député qui dirait la même chose. Ça veut dire que notre rapport au risque a complètement changé, puisque nous n'avons plus de philosophie de l'histoire qui donne un sens au sacrifice que l'idée de progrès impose et aux risques qui vont avec. Parce que l'innovation, finalement, l'innovation par définition, ça comporte des risques. Vous introduisez une nouveauté, technique ou autre, forcément ça induit de nouvelles possibilités et ça veut dire qu'il y a peut-être des risques nouveaux qui sont associés à cette innovation. Au risque, mais peut-être aussi à la confiance qu'on a dans la science. Et là, si la confiance, on l'a un peu perdue, c'est peut-être parce qu'on exige plus d'éthique qu'il y en a aujourd'hui dans les projets scientifiques. Enfin, on parle très peu d'éthique. Et quand vous dites on doit se demander ce que l'on veut faire des progrès scientifiques, peut-être aussi qu'on devrait aborder cet aspect éthique. Parce que là-dessus, c'est un peu la boîte noire. Oui, enfin, pour moi, l'éthique, c'est complètement différent de la morale. Parce que l'éthique, s'agissant des sciences, c'est justement des questions qui se posent du fait de l'avancement des technologies, des méthodes, des connaissances, questions auxquelles la morale ne répond pas. C'est donc des questions d'un genre inédit, dont il n'existe pas de réponse connue. Ce qui n'empêche pas d'en débattre. Voilà, exactement. Et donc, il faut en débattre. Et toutes les réflexions éthiques qui ont cours aujourd'hui consistent à transformer des questions éthiques dont il n'existe pas de réponse en termes de connaissances. Il n'y a pas de connaissances qui nous disent comment répondre à des questions éthiques. Et donc, tout le truc, c'est de transformer des questions éthiques sans solution en contraintes techniques. Voilà. Prenez l'exemple de l'avortement, par exemple. Personne ne sait si l'avortement est autorisé ou pas, du point de vue des principes. Il y a des gens qui pensent que oui, des gens qui pensent que non, mais c'est une affaire de valeur. Et à partir du moment où on décide d'autoriser l'avortement, alors
apparaît une question pratique, c'est jusqu'à quelle période de la grossesse il est autorisé. Et là, on fait appel à des religieux, à des biologistes, à toutes sortes de personnes qui décident d'une date, plus ou moins arbitraire, et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et je pense que la science, je l'ai dit, produit une incertitude d'un type très spécial. C'est que la science ne nous dit pas ce que nous devons faire des possibilités qu'elle nous donne. Et donc à partir de quels critères allons-nous décider? Ça on le prend, ça on le prend pas, etc. Et qui décide? Pour prendre une technologie plus futuriste, si on parle de la voiture autonome, même raisonnement que celui que vous venez de tenir sur l'avortement, la voiture autonome, qu'est-ce qu'on veut en faire? Quelles sont les questions éthiques qui se posent? Voilà. Et comment est-ce qu'on décide collectivement? Oui, on l'adopte. Non, ça ne servira à rien. Il y a énormément de publications sur la voiture autonome, de colloques où on met en scène des conflits éthiques. Vous savez, le tramway. Donc voilà, est-ce que la voiture doit tuer 5 personnes? La voiture voit quelque chose qui se produit sur la route, par exemple, qui n'est pas normal, une personne qui traverse et qui ne devrait pas. Et donc, soit la voiture décide d'écraser cette personne parce qu'elle a commis une infraction, ou au contraire, elle tente de l'éviter, mais à ce moment-là, elle va écraser 3 personnes qui sont sur le trottoir. Ou bien, s'il y a 5 personnes dans la voiture autonome, elle peut juger qu'on en épargne 5 plutôt qu'une. Donc, il y a des gens qui disent il suffit que la voiture consulte les pages Facebook de ces personnes, regarde leur casier judiciaire, leur espérance de vie, leur facteur de comorbidité, et à partir de critères qu'on peut discuter, va choisir de tuer celle-ci plutôt que celle-là. Mais évidemment, on n'arrivera jamais à tomber d'accord sur ces choix. Donc la seule solution, c'est le tirage au sort, comme le bouc émissaire dans la Bible. Ou comme vous, quand vous êtes au volant. Vous êtes incapable de dire ce qui a produit les réflexes qui font que vous tournez le volant à droite plutôt qu'à gauche. Mais je trouve que ce débat sur la voiture autonome, et j'espère ne pas choquer la fondation de la Maïf, c'est pas le plus important de l'intelligence artificielle. Le débat le plus important porte sur les algorithmes. Les algorithmes. Mais parce que vous voyez bien que le numérique a produit, ou a permis même, une nouvelle condition de l'individu contemporain. Chacun d'entre nous, en quelques clics, peut fabriquer ce que j'appellerais son chez-soi idéologique. C'est-à-dire sa communauté numérique qui rassemble des gens qui croient aux mêmes choses que lui, qui pensent la même chose. Et des algorithmes vont alimenter cette communauté en articles, vidéos, qui vont dans le sens de ce que cette communauté pense déjà. Et donc, le numérique organise la société en strates cognitives, beaucoup plus qu'en classe sociale, alimentées par des connaissances, des croyances, des façons de lire le monde qui sont homogènes à l'intérieur de ces communautés. Et je trouve que la pandémie d'ailleurs l'a bien montré, que notre tendance est de défendre les valeurs de notre communauté avec beaucoup plus de vigueur que les valeurs du contrat social. C'est ce que Tocqueville, dans La démocratie en Amérique, appelait la formation de petites sociétés, de clans qui pensent la même chose et qui ne communiquent plus de clan à clan. Et il disait c'est une beaucoup plus grande menace pour la démocratie que les salons mondains, parce que dans les salons mondains, on discute. Dans les petites sociétés, non. Il voit bien que ça existe déjà, les gens qui ont envahi le Capitole après la défaite de Trump, et des gens qui étaient abreuvés aux mêmes sources numériques. Ils disaient tous la même chose, croyaient aux mêmes choses, et tous les arguments qui auraient pu les contredire appartenaient à des strates cognitives complètement déconnectées de la leur. Et ça, c'est quand même assez inquiétant quand on veut faire un projet de société. Par exemple, moi j'ai lu beaucoup d'articles sur l'abstention massive des jeunes aux dernières élections. Même la menace d'apparition du Front National au deuxième tour n'a pas renforcé la mobilisation. Et je pense qu'il faut regarder une corrélation, c'est que les jeunes sont, dans la société, les personnes les plus connectées. Et sont aussi les plus militants. Comment se fait-il que les gens les plus militants soient les personnes qui votent le moins?
Mais peut-être parce que les militants défendent beaucoup plus les valeurs de leur groupe que les valeurs du contrat social. Ou peut-être que les militants n'ont plus de temps de cerveau disponible du fait du fonctionnement des réseaux sociaux pour penser par eux-mêmes. Bon, ça, je ne suis pas compétent pour dire, mais penser par eux-mêmes... Puisque les algorithmes les renvoient toujours moi, je pense qu'il faut au même beaucoup plus point. penser par les autres. Parce que tout le monde pense par soi-même aujourd'hui. Moi, je pense que j'ai l'intuition que le vaccin, je le sens pas. Voilà. Donc, on est en train de devenir une société des affects. Et dans une société des affects, les connaissances ont beaucoup de mal à percoler. Donc, non, l'esprit critique dont tout le monde parle, on parle même d'introduire dans l'enseignement des cours d'esprit critique. Ce qui est très bien. Mais l'esprit critique, c'est comme le cholestérol. Il y a le bon et le mauvais. Hein, le bon, c'est celui qu'on exerce à l'égard de sa propre pensée. Penser, c'est dire non à sa pensée. Penser, c'est, voilà, je pense cela, mais si j'entends tel argument qui contredit ma pensée, est-ce que ma pensée est capable de résister ? Penser, c'est ça. Et l'esprit critique, le mauvais, c'est celui qui conteste tout ce qui est dit ici ou là. Voilà. Et donc, il faut faire la part des choses. Et aujourd'hui, les complotistes, par exemple, se réclament de l'esprit critique. Et ils traitent de pensée mainstream, la pensée qui conduit à dire que la Terre est ronde, par exemple. Je vous propose, il est temps de prendre des questions, de lever la main, faire un grand signe. Je crois qu'il y a des micros qui vont venir jusqu'à vous. Alors, c'est toujours difficile de se lancer. Est-ce qu'il y a une première question ? Oui, ici. Alors peut-être, si vous permettez, mesdemoiselles, que ce serait bien qu'il y ait une personne de chaque côté. Oui. Bonjour Monsieur Klein et merci beaucoup d'être là. Et puis je remercie aussi la Fondation Maïf de vous avoir invité. Je vous remercie aussi beaucoup pour vos émissions sur France Culture qui sont passionnantes, qu'on peut écouter, réécouter. Voilà. Je voudrais vous poser deux questions. La première un petit peu sérieuse, peut-être la deuxième un peu moins. La première, qu'est-ce que vous pensez de la théorie du collapse ? Et la deuxième, avez-vous l'anagramme du futur est-il déjà présent ? J'ai commencé par la deuxième question. La réponse est non. Faute d'avoir cherché ou parce que j'ai pas c'est cherché. Difficile, vous n'avez pas cherché. Les anagrammes, ça se trouve pas comme ça s'entend pas. Il faut écrire, travailler, ça prend parfois des heures. Donc j'ai pas trouvé l'anagramme, mais je l'enverrai dès demain soir à la Maïf. Et la première question est beaucoup plus sérieuse, c'est est-ce que je crois aux thèses collapsologiques ? La réponse est non. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, pendant le premier confinement, il s'est passé un truc assez extraordinaire, c'est qu'avant le confinement, avant la pandémie, justement, les thèses des collapsologistes, des collapsologues, on les appelle plutôt, étaient très présentes médiatiquement. On annonçait la fin du monde, ou disons la fin de notre mode de vie, de notre civilisation, à plus ou moins brève échéance. Et pendant le confinement, il s'est passé un truc absolument extraordinaire, c'est qu'alors qu'on était dans l'urgence, alors qu'on était dans la catastrophe, beaucoup de gens se sont mis à réfléchir au monde de demain. Il y a eu des revues, des articles, même des think tanks qui se sont créés autour de cette question, comme si le fait d'être dans la catastrophe était l'occasion de nous faire réfléchir à ce que nous voulions pour la suite. Il y a eu beaucoup de publications qui ont été vite oubliées après, quand le deuxième confinement a montré qu'on était plutôt dans une forme d'enlisement. Mais c'était quand même assez beau de voir que pendant quelques mois, l'idée de fin du monde, alors qu'on était dans la catastrophe, a été détrônée
par l'idée qu'il y aura un monde demain qu'on peut configurer en tenant compte des leçons que nous donne la pandémie. Même si cet effort intellectuel a été bref, peut-être sans beaucoup de conséquences, il a été intellectuellement très, très, très beau, je trouve. Et maintenant, pour répondre alors à titre personnel, moi je pense que le XXIe siècle va être un siècle de bouleversement. Il va se passer énormément de choses. Mais si je devais faire un pari, je parierais qu'à la fin de ce siècle, il y aura encore des humains qui vivront sans doute de façon très différente de nous, peut-être pas aux mêmes endroits que nous, mais l'extinction, le collapse intégral me paraît improbable, même si je ne doute pas qu'il puisse y avoir des effondrements locaux. Mais vous voyez, ce qui provoque l'effondrement d'un pays, par exemple le Venezuela, c'est pas des problèmes climatiques, hein. C'est de la mauvaise gestion, c'est de... On ne va pas entrer dans les détails, mais un pays peut s'effondrer sans que ce soit à cause de phénomènes climatiques. Mais vous le savez bien, il suffit de lire les rapports du GIEC. Il y a des gens qui habitent certaines zones à la surface de la Terre qui devront déménager. Parce que la température associée à l'humidité sera telle que l'air sera irrespirable au sens vrai du terme. Et donc ils iront ailleurs. Ce n'est pas un collapse, c'est un bouleversement. 270 millions d'ici 2050. Moi, j'ai vu des chiffres pour plus tard, pour après, plus important. Bien pire. Une autre question. Oui. On vous écoute, madame. Bonjour Monsieur Klein. Que pensez-vous de l'ingénierie écologique, de toute la recherche des différentes ingénieries par rapport au progrès justement de l'écologie? Vous voulez dire l'ingénierie climatique? Oui. C'est ça? Je n'ai pas entendu le début de la question. En fait, est-ce que le climat... Est-ce qu'on peut arranger le réchauffement climatique avec de l'ingénierie? Est-ce que si je résume comme ça, c'est correct? Voilà. Alors, je ne suis pas très compétent, mais j'ai vu qu'il y avait un dossier qui est en préparation sur cette question. En tout cas, ajouter des choses dans l'atmosphère, ça revient à ça pour diminuer les températures. Oui, mais il faut du voir fer les dans les effets que ça océans, des choses produise. comme ça. Comme le disait Paul Valéry, l'homme sait assez souvent ce qu'il fait, mais il ne sait jamais ce que fait ce qu'il fait. Et donc, quand on change comme ça la composition de l'atmosphère, on peut en effet sans doute améliorer la situation, mais il faut voir les effets que ça induit sur d'autres paramètres, sur d'autres facteurs, et ça me semble pouvoir devenir une forme d'hubris quand même. Mais c'est vrai, cette croyance sur le pouvoir de la technologie. Vous disiez, 1/3 de vos étudiants à Centrale sont technophiles, croient que la technologie nous sauvera. Pour vous, c'est plutôt une idée qu'il nous faut abandonner? Non, mais par contre, moi je pense qu'on doit réfléchir, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tenant compte de ce que nous savons, c'est-à-dire sans faire le pari qu'on va trouver une 5e force. Parce que alors, l'argument que je mets en avant, c'est que depuis 1932, alors même que nous avons gagné 10 ordres de grandeur dans la taille des objets qu'on est capable de voir en physique, on n'a pas découvert de 5e force. Donc, il faut faire le pari que le XXIe siècle, c'est un siècle où nous pourrons utiliser la force gravitationnelle, la force électromagnétique, les forces nucléaires, il y en a 2, et c'est tout. Et laisser penser qu'on pourrait trouver autre chose qui nous permettrait de résoudre le problème, me paraît céder trop facilement à l'utopie et induire une forme de procrastination basée sur l'idée de la confiance dans l'ampleur des découvertes du futur. Mais voilà encore quelque chose qui nous bloque dans la capacité à imaginer un futur. Voilà. Et moi, je pense que le mot écologie, si vous voulez, devient ambigu et qu'on devrait le remplacer par le mot planétologie. Voilà, on devrait apprendre la planétologie. Ah bon? Comment on pourrait ça dire fonctionne? aussi que l'écologie pourrait être le prochain projet politique. Oui, mais l'écologie politique, vous voyez, se greffe à d'autres thématiques plus sociétales qui brouillent un peu le message. Je dis ça parce que j'ai vu la primaire des candidats, et je trouve qu'ils parlent très très peu d'énergie. Et quand vous prenez la question de l'énergie en tenant compte de la contrainte climatique, ça devient un problème très compliqué.
si vous prenez acte de ce que vous savez sur l'énergie. Donc vous savez que l'énergie se conserve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas en produire et vous ne pouvez pas non plus en consommer. Donc déjà, vous voyez que notre façon de parler de l'énergie trahit ce que nous savons sur l'énergie. Quand vous avez pris un litre de pétrole, vous le mettez dans le réservoir de votre voiture, vous roulez, vous allumez vos phares, à la fin, le réservoir est vide. Est-ce que vous avez consommé de l'énergie? Ben non. Parce qu'à la fin, quand vous tenez compte du réchauffement de l'atmosphère, de la route par le frottement, etc., il y a autant d'énergie que dans le litre de pétrole. Donc vous n'avez pas consommé d'énergie, vous avez simplement créé de l'entropie. Vous avez créé de la chaleur, vous avez créé une énergie qui est moins facilement transformable que l'énergie concentrée qui se trouvait dans le litre de pétrole de votre réservoir. Ça, c'est une contrainte physique. De la même façon, il n'y a pas d'énergie renouvelable. Le soleil, le vent. Non, ce qui est renouvelable, c'est le flux. Mais une fois que vous avez dégradé l'énergie, c'est fichu, quoi. Voilà. Donc vous l'avez pas. Ce qui est renouvelé, c'est le flux, c'est pas l'énergie elle-même. Exact. Et donc vous voyez, par des stratagèmes langagiers, on fait croire des choses qui sont pas vraies. Ben, on pourrait remplacer ça par énergie infinie. On ne peut pas non plus produire d'énergie. On ne peut pas produire d'énergie. Pour en avoir, il y a une condition sine qua non, c'est d'en avoir. Voilà, il faut en avoir. Et les deux seules choses qu'on peut faire quand on a de l'énergie, la première, c'est de la transférer du système où elle est vers un autre système, ou bien changer sa forme. Vous avez par exemple de l'énergie thermique, vous pouvez la transformer en énergie électrique. L'énergie électrique, vous pouvez la transformer en énergie mécanique ou cinématique, etc. Cinétique, c'est tout. C'est la seule chose que vous puissiez faire. Et quand vous avez ces contraintes dans la tête, et que vous ajoutez la contrainte de réduction des émissions de gaz à effet de serre à cause du climat, vous voyez que vous avez un problème diablement compliqué, diablement intéressant, qui devrait nourrir quasiment l'entièreté des débats sur l'écologie, plutôt que les sapins de Noël ou l'écriture inclusive. Ils ont parlé de ces deux choses-là. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur, ici. Levez à nouveau la main. Ah ben, madame descend, voilà. Ce qui est caractéristique de l'évolution de l'humanité, c'est qu'en fait, on s'est beaucoup éloigné des conséquences de nos actes. Si on prend il y a un siècle ou deux, les gens étaient très proches des conséquences de leurs actes. Ils savaient que si ils n'arrosaient pas les patates, elles ne poussaient pas, ou etc. Est-ce que justement, dans le siècle qui vient, il ne faut pas retrouver beaucoup plus de proximité avec les conséquences de nos actes? Certainement, mais comment faire? Ben, on se met à jardiner. Oui, il paraît que de plus en plus de gens le font, mais cette réappropriation de la chaîne causale qu'on déclenche soi-même, on sans doute qu'il faut la souhaiter, mais quels sont les leviers pour le faire? Il y a un très bon exemple, j'ai cité Paul Valéry tout à l'heure, mais il dit un peu la même chose que vous, c'est-à-dire de plus en plus, l'homme sait ce qu'il fait, mais ne sait pas ce que fait ce qu'il fait. L'exemple le plus marquant, c'est sans doute le cas de ces deux ingénieurs anglais du CERN qui ont mis au point l'adresse www, qui va devenir le web. Leur but, c'était de trouver un moyen d'échanger les données obtenues par les expériences du CERN pour pouvoir les envoyer pour analyse à des laboratoires du monde entier sans tenir compte des spécificités des systèmes informatiques des uns ou des autres. Donc c'est une sorte de langage ou de transfert possible sous toutes les formes pour les données. Et le code entre laboratoires. Voilà. Et pour eux, c'était ça le but. Et quand ils voient aujourd'hui ce qui est devenu le web, l'usage qu'on en fait, évidemment, ils sont très surpris parce qu'ils n'avaient pas imaginé ça une seconde. Et à l'époque, on pensait tous que le web serait le vecteur de la transmission exclusive des connaissances. Il y avait un enthousiasme incroyable.
l'université va se propager dans les cerveaux, les connaissances vont se propager sans distorsion dans les cerveaux humains. De façon équitable. Voilà, de façon Accessible à efficace, tous. sans biais cognitif, avec la pédagogie associée. Et on voit bien que c'est pas du tout ce qui s'est passé. D'accord ? Et que même si les connaissances peuvent circuler sur Internet, beaucoup d'autres choses circulent en même temps, de nature très différente. Mais comme ça circule dans les mêmes canaux, les statuts de ces différentes choses très différentes, connaissances, croyances, opinions, commentaires, fake news, se contaminent. Et quand on a affaire à une connaissance, par exemple, on se demande si ce n'est pas une croyance qui aurait été injustement méprisée. Quand on a affaire à une connaissance, on se demande si ce n'est pas la croyance d'une communauté particulière. La distinction entre une fake news et une information vraie, difficile de la détecter. Et donc ça crée une grande confusion. Et je ne vois pas très bien comment, pour revenir à votre question, on pourrait trouver une façon de faire qui nous garantisse que les effets produits par les causes que nous engendrons ne demeurent que locales. Donc il faut accepter le risque. Bah oui, de toute façon... On n'a pas le choix. Alors, le risque, il faut l'accepter, mais il faut aussi tenir compte du fait que notre appréciation des risques porte beaucoup plus sur nos actions que sur nos inactions. Alors que dans les beaucoup faits, d'inaction engendre des risques. plus de risques. Le fait de ne rien faire, ça engendre des risques. C'est plus risqué Mais que d'agir. celui qui ne fait rien sera en général jugé moins coupable que celui qui fait quelque chose auquel on peut associer immédiatement des risques. Juste pour rebondir, juste un instant pour rebondir, mais est-ce que justement essayer de se défausser des risques en les éloignant de nous, c'est pas aussi ne pas chercher à bien comprendre les conséquences de nos actes? Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Est-ce que de se dire il y a des risques et de les éloigner, c'est contraire, c'est un mouvement contraire au fait de rester le nez sur les conséquences de nos actes? Peut-être que c'est une échelle de temps là qui joue. Moi, je ne sais pas, on peut reprendre les conseils des anciens, il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. D'accord ? Donc, pour ce qui dépend de nous, que pouvons-nous faire pour réduire les risques pour nous-mêmes et puis pour les autres ? Et vous voyez que les facteurs culturels interviennent là de façon très très forte. Hein. Pensez au vaccin, par exemple. Hein. Au vaccin ? Pensez au vaccin, par exemple. De quelle manière ? Vous faites vacciner pour réduire les risques de transmettre le virus ou bien de le recevoir vous-même. Oui. Mais vous devez mettre ça en pondération par rapport aux éventuels effets secondaires qu'il pourrait avoir sur vous. Et on est quand même dans un système de référence qui met l'accent davantage sur les effets secondaires que sur les effets primaires. Oui, mais on pourrait se demander qui a mis l'accent sur les effets secondaires, voilà, où la pédagogie a failli. On aurait peut-être pu tenir un discours, et par exemple dans les médias, plus pédagogique que ce qu'il n'a été. Oui, alors on pourrait dire on aurait pu faire davantage de pédagogie. D'ailleurs, au début de la pandémie, si c'est la pandémie qui vous intéresse, dans les premières conférences de presse, il y avait beaucoup de pédagogie, il m'a semblé. Les médecins qui étaient là disaient ce qu'ils savaient, mais aussi ce qu'ils ne savaient pas. Puis on a abandonné ça. On a remplacé les exercices de pédagogie par des joutes, des clashs, des controverses. Alors qu'on aurait pu expliquer en temps réel, jour après jour, ce qu'est un essai en double aveugle, s'agissant des traitements, ce qu'est un essai randomisé, pourquoi les probabilités peuvent être trompeuses, pourquoi il ne faut pas confondre coïncidence, corrélation, causalité, chose qu'on continue à faire. Ce qu'est l'exponentielle. Pourquoi on n'a pas donné aux Français un cours sur l'exponentielle? Parce que c'est un mot de la langue commune, maintenant tout le monde parle d'exponentielle. Mais qu'est-ce que c'est une exponentielle? C'est devenu synonyme d'une fonction qui croît très vite. Mais non, une exponentielle au début, ça croît tout doucement. Donc voilà, on n'a pas fait beaucoup de pédagogie, on aurait pu en faire plus, mais il y a peut-être une leçon à tirer de Il faudra cette les sorte tirer de les ratage. leçons de cette crise, oui. Alors, il y a deux messieurs
assez proches l'un de l'autre. Oui, Monsieur Klein, dans l'un de vos récents essais, vous avez utilisé un mot qui est ultra-crépidarianisme. Je voudrais savoir si vous avez une solution pour lutter contre ce fléau. Premièrement, définition. Alors, j'en ai fait utiliser ce mot dans un tract qui s'appelle Le goût du vrai chez Gallimard, qui m'a valu beaucoup d'attaques parce que les gens pensent que je défendais une conception élitiste de la société. Or, pas du tout. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot, il était plutôt utilisé en anglais et peu en français. Et c'est un mot qui vient d'une locution latine qui est sutor ne supra crepidam. Ça veut dire que ça se traduit en français par le cordonnier doit s'arrêter au rebord de la sandale. C'est une phrase qu'on trouve chez Pline l'Ancien, l'historien romain du 1er siècle, qui rend visite à un peintre célèbre de l'époque qui s'appelait Apelle, et il se fait accompagner par son cordonnier. Ils vont dans l'atelier du peintre, ils voient un tableau qui représente des personnages, et le cordonnier fait remarquer à Apelle qu'il a mal représenté les sandales. Il lui dit comment faire, et le peintre corrige le tableau en tenant compte des critiques du cordonnier. Enhardi et flatté, le cordonnier critique aussi la façon dont le peintre a représenté les vêtements des personnages. Et là, le peintre l'arrête en lui disant « Le cordonnier s'arrête à la sandale ». Autrement dit, on ne doit parler que de ce qu'on connaît. Et donc, l'ultra-crépidarianisme, ça consiste à parler au-delà de ses connaissances. Et c'est évidemment une très bonne chose. Moi, j'en ai fait aucune critique. Quand vous allez au café avec vos amis, vous discutez des informations, de l'actualité, et vous ne discutez pas que des questions à propos desquelles vous avez soutenu une thèse de doctorat. Donc la conversation, ça consiste en gros à parler au-delà de ses compétences. Et puis quelqu'un va vous détromper, vous apprendre des choses, et peut-être qu'à la fin, votre opinion aura été modifiée. Donc c'est ça qui permet le lien social, qui permet la construction d'une république. C'est le droit de chacun de dire son mot à propos de tous les sujets. Mais évidemment, quand il s'agit de science, et pire, quand il s'agit de recherche, c'est-à-dire de questions auxquelles personne n'a la réponse, il faut éviter d'être trop affirmatif. Et j'ai prononcé ce mot parce que j'ai été choqué au début de la pandémie de voir que beaucoup de personnalités politiques écrivaient des tweets qui commençaient par la phrase « Je ne suis pas médecin, mais je ». Donc ça commence par un aveu d'incompétence. J'y connais rien. En médecine, j'y connais que dalle. Et puis ensuite, il délivrait une ordonnance médicale en disant ce qu'il fallait faire, penser à propos de tels médicaments dont il était beaucoup question à l'époque et dont plus personne ne parle. Eh bien, vous voyez que ça, c'est une note d'optimisme. On ne lit plus ces tweets. Parce que tout le monde a compris que cette affaire est diablement compliquée. Et à mesure que nous avons acquis en compétence sur le sujet, nous avons baissé en arrogance. Plus on est compétent, moins on est arrogant. Et l'arrogance, elle se trouve confinée aujourd'hui dans des sites spécialisés, destinés pour lui prêter main forte, qui sont les sites complotistes, dans lesquels il n'y a pas beaucoup d'invocation du doute. Monsieur. Merci, monsieur. Ce que vous venez de développer me fait sourire par rapport à la question que je vais poser. On a beaucoup parlé du futur, on a parlé d'énergie, on a parlé de nucléaire, et comme vous êtes physicien, je voudrais savoir ce que vous pensez du projet ITER. Est-ce qu'un jour, on peut espérer quelque chose de ça? Bon, le projet ITER, c'est un projet qui utilise des réactions de fusion nucléaire et non pas des réactions de fission nucléaire. Donc c'est un projet très différent des réacteurs nucléaires utilisés aujourd'hui. Et l'idée, c'est que le combustible, c'est des noyaux légers, donc deutérium,
tritium. Le deutérium est très abondant, donc les ressources sont beaucoup plus importantes que l'uranium, par exemple. Ça produit peu de déchets, c'est des déchets à vie courte. Simplement, ça demande des conditions physiques très spéciales. Il n'y a pas de réaction en chaîne. Simplement, il faut créer un plasma très chaud, plusieurs centaines de millions de degrés. Et les collisions entre ces noyaux de deutérium et de tritium provoquent des réactions de fusion nucléaire. Donc les noyaux s'associent pour faire un noyau plus lourd. Et il va y avoir libération d'un neutron de 14 MeV d'énergie qui va taper dans la paroi, la chauffer et produire ainsi de l'électricité. Et c'est des projets à l'étude depuis très longtemps, beaucoup plus longs à mettre au point que les réacteurs de fission, parce que la fusion, c'est non linéaire. C'est-à-dire qu'il y a une taille critique pour le plasma qu'il faut avoir pour que l'énergie qu'on dépose pour chauffer le plasma soit plus faible que l'énergie produite par la réaction de fusion. Et le projet ITER, il a pour vocation de montrer qu'on maîtrise cet aspect des choses, qu'on est capable de produire par la fusion beaucoup plus d'énergie que celle qu'on a injectée dans le plasma pour le chauffer. Et puis il y a d'autres projets associés pour voir si les matériaux qu'on va utiliser sont capables de résister à des flux de neutrons de haute énergie sans qu'il soit nécessaire de les changer à trop grande cadence. Bon. Alors, moi, je ne peux pas vous dire si ça va marcher. Je ne peux même pas vous dire si ça marchait, ce serait facilement industrialisable. Parce que ça ne peut pas être des petits réacteurs. C'est forcément plusieurs gigawatts. Donc c'est des gros trucs qui supposent une distribution assez jacobine de l'énergie. En revanche, ce que je pense, c'est que c'est à nous de faire ces études. Nous, c'est-à-dire notre génération. Nous sommes une génération qui a consommé beaucoup plus de pétrole que la génération d'avant. Or, on sait que le pétrole existe en quantité finie. Donc un jour, il n'y aura plus de pétrole. Et d'ailleurs, si on le brûlait complètement, l'atmosphère ne le supporterait pas. Donc c'est à nous d'étudier cette nouvelle filière. Et c'est évidemment pas à nous de décider si elle sera utilisée ou non. On sera tous morts. Mais nous devons livrer pour les générations futures un dossier qui permettra à ces générations de construire ou pas. C'est une sorte de dette, si vous voulez. Quand vos amis vous prêtent un appartement pour plusieurs semaines avec un frigidaire qui est plein, ben avant de quitter l'appartement, vous remplissez le frigidaire. Ben c'est ça. Sauf que nous, on ne peut pas le remplir avec les mêmes aliments énergétiques que ceux qu'on a trouvés en arrivant. On doit le remplir avec d'autres solutions qui seront éventuellement décidées par d'autres que nous. En termes de calendrier, ITER, ça devrait démarrer quand ? C'est un projet gigantesque. Hein. D'ailleurs, moi j'ai visité le chantier il n'y a pas très longtemps, c'est impressionnant. Hein. C'est sans doute l'objet technologique le plus complexe qui ait jamais été conçu. Et il faut le visiter parce qu'il y a des gens du monde entier qui travaillent, des Chinois, des Coréens, des Japonais, qui ne s'aiment pas beaucoup, hein, mais qui collaborent. Et en termes d'organisation, de conception, de collaboration, c'est assez extraordinaire. Et donc, ce projet même dit des choses de l'humanité, sur sa capacité à collaborer sur des sujets extrêmement complexes, indépendamment de tous les conflits géopolitiques qui peuvent créer des tensions entre les pays qui collaborent. C'est des scientifiques passionnés. Et quand vous visitez ITER, c'est un peu comme quand vous visitez le CERN, vous êtes dopé quand même. Mais on parlait de 2024, c'est très Oui, très pour loin les premiers maintenant. plasmas, après il y a 10 ans d'exploitation. D'accord. Donc si vous voulez, cette filière, la fusion, c'est pas un projet qui va permettre de franchir le mur de 2050, pour la France en tout cas, avec les réacteurs nucléaires qui arriveront en fin de vie. Et il faudra faire des choix, même bien avant, puisque les temps de construction sont très longs. En fait, les choix, il faut les faire maintenant. Et la fusion ne fera pas partie des possibilités pour le court terme. Très bien. On vous apporte un micro, monsieur. Un jeune homme. Merci beaucoup. On m'entend, ouais, super. J'ai écouté votre réponse à une question tout à l'heure sur l'énergie. Donc vous avez fait un rappel de ce que c'était et de ses constats. Et ça m'a fait penser à un autre conférencier
qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, qui fait des constats similaires au début de ses conférences et qui lui étale du coup une réflexion qui amène à sa conclusion qui est qu'il faut penser à la décroissance pour une société. Et je voulais savoir si à partir du même constat, vous arrivez à une conclusion similaire dans vos réflexions. Oui, j'ai eu des discussions avec Jean-Marc Jancovici, notamment à l'occasion de séminaires de la fresque du climat, dont il est un des organisateurs très actifs. Alors, la décroissance, moi, j'ai pas de position très ferme parce que j'ai jamais bien compris sur quoi on la fait porter. Voilà. La décroissance de quoi? Par exemple, moi, je ne suis pas pour la décroissance de l'éducation. Je suis pour la croissance de l'éducation. Maintenant, ce que dit Jean-Marc Jancovici, et j'espère ne pas le trahir, c'est qu'en fait, nos modes de vie ne sont pas soutenables d'un point de vue énergétique si on tient compte des contraintes climatiques. Et il utilise d'ailleurs une image assez pédagogique qui est celle des esclaves énergétiques. Par exemple, vous pouvez faire le calcul chaque jour du nombre d'esclaves fictifs qui ont travaillé pour vous. Un corps humain, ça dégage une puissance de 100 watts pour le métabolisme. 100 watts au total, dont 30 watts pour le cerveau. Et donc, votre nourriture quotidienne vise à alimenter votre métabolisme. Ça veut dire à peu près chaque jour 2,5 kWh comme énergie. 1 kWh par repas. 0,5 pour le petit déjeuner. Okay. Eh bien, le soir, vous allez calculer toute l'énergie que vous avez consommée dans la journée pour vous éclairer, pour vous chauffer, pour vous nourrir, pour vous déplacer, pour travailler, etc. Et ça vous donne une mesure des esclaves énergétiques sous forme de machines que vous avez utilisées. Bah, par exemple, si vous avez chez vous une ampoule de 50 watts allumée toute la journée, ça fait un demi-esclave énergétique. Un trajet de 50 km en voiture, c'est quasiment quelques dizaines d'esclaves énergétiques. Et un Français moyen, c'est 400 esclaves énergétiques. Un Américain, c'est un peu plus. Et voilà, vous avez des disparités entre les pays. Et puis à l'intérieur même d'un pays, il y a des disparités énormes. Et évidemment, notre modèle de société, je parle de l'Occident, disons de l'Europe, n'est pas universalisable, ni dans l'espace, ni dans le temps. C'est-à-dire que la planète ne supporterait pas que 7 milliards d'êtres humains vivent comme un Français moyen. Et la façon de vivre d'un Français moyen ne pourra pas perdurer pendant des décennies, surtout si on l'universalise à l'échelle de la planète. Donc il y a une sorte de décroissance qui est annoncée, mais la question est de savoir si elle sera homogène. Est-ce qu'elle va toucher tout le monde ou est-ce qu'au contraire elle va augmenter les inégalités? C'est ça pour moi la question la plus importante, et je crois d'ailleurs que notre malaise vis-à-vis de l'idée de progrès, et c'est d'ailleurs dit par Montaigne à sa façon déjà, c'est que le progrès, même s'il est incontestable dans l'amélioration des conditions de vie de la moyenne des humains, eh bien, provoque une augmentation des inégalités. Oui, peut-être qu'avant la décroissance, on pourrait rééquilibrer déjà, voilà. Mieux partager. C'est-à-dire qu'on est d'accord que la technologie change les conditions de vie humaines, c'est-à-dire la façon de, ce que j'ai dit, voyager, travailler, etc. Mais la question est de savoir s'il y a un effet de seuil qui fait que, à force de changer les conditions de vie humaine, on ne va pas changer la condition humaine. La condition humaine, au moins pour certains, c'est-à-dire le rapport à la vie, le rapport à la mort, le rapport à autrui. Voilà. Et ça, c'est une question qui est posée, personne n'a la réponse, mais il y aura de la décroissance de quelque chose quelque part. Et la question est de savoir de quoi, à quelle échéance et pour qui. Comme il y a des gens qui suivent cette conférence de façon virtuelle, nous avons des questions, dont celle de Marc. Ne pensez-vous pas que les scientifiques pourraient changer d'approche pour sensibiliser la population et apprendre aux futures générations comment on a su ce que l'on sait? Ça, c'est facile pour vous. C'est facile pour moi. J'ai créé une collection qui s'appelle Comment a-t-on su?
parce que je trouvais bizarre qu'il y ait la collection Que sais-je. Je trouve que c'est un titre bizarre, Que sais-je. Hein. Vous voulez savoir ce que vous savez? Vous, personnellement, vous avez acheté un livre. Non. Et cette collection, je l'ai créée parce qu'un jour, j'ai entendu mes étudiants qui se moquaient de ceux qui pensent que la Terre est plate. Et je leur ai dit, c'est très bien de vous moquer, mais pouvez-vous me dire comment on a su que la Terre est ronde? Et là, ils ont été quand même très, très hésitants. Et je pense qu'en effet, pour que les connaissances soient vraiment des connaissances, il faut qu'on sache dire comment, dans l'histoire des idées, elles sont devenues des connaissances. Donc comment est-ce qu'on a su ce qu'on sait? Ce qui demande beaucoup de temps. Et je pense que la pédagogie que vous semblez réclamer par cette question est surtout victime d'une crise de la patience. C'est-à-dire, si un climatologue vient vous expliquer ce qu'il sait en 3 minutes, ben soit vous lui faites confiance et vous pensez qu'il a raison, soit vous ne lui faites pas confiance et vous dites que c'est n'importe quoi. Mais lui n'a jamais le temps d'expliquer, parce que c'est 40 ans de recherche, comment il est arrivé avec l'ensemble de ses collaborateurs aux conclusions qu'il vous présente. Et on peut s'inquiéter, et je pense que ça se devine dans la question que vous posez, c'est que devient une république au sein de laquelle on n'a plus le temps d'argumenter. Si on n'a plus le temps d'argumenter, alors les opinions, les connaissances, les croyances se ressemblent, se contaminent, comme je le disais, parce qu'elles sont dites de la même façon. Elles sont dites avec les mêmes mots, de la même façon, et on n'arrivera plus à distinguer la connaissance des croyances, parce que ce qui a fait que la connaissance est devenue une connaissance sera masqué dans la discussion, n'apparaîtra pas. Et je pense qu'on n'est pas loin d'être dans cette situation. C'est ce qui fait que moi je m'interroge beaucoup sur la vulgarisation. J'en ai fait pendant très longtemps. Et j'ai toujours pensé que c'était très efficace. Parce que quand vous écrivez des livres, il y a des gens qui vous lisent, qui vous écrivent. Vous voyez par leurs lettres qu'ils ont compris ce qui était écrit, etc. Mais en réalité, ce qu'a montré la crise du Covid, c'est que les gens qui sont touchés par la vulgarisation, c'est très peu de gens. Et qu'il y a tout un grand public qui est mu par d'autres sources d'information, d'autres formes de réflexion, et qui n'est pas du tout impacté par l'entreprise de vulgarisation. Je ne sais pas ce qu'en pense Sophie, qui elle aussi fait de la vulgarisation à la radio, et je pense qu'on doit réfléchir sur la façon dont les connaissances sont présentées au public. Est-ce qu'on l'a fait en s'y prenant mal? Est-ce qu'on est trop élitiste? Est-ce qu'on attend trop que les gens viennent nous voir plutôt qu'aller les voir nous-mêmes? Voilà, ça c'est des questions auxquelles il faut qu'on réfléchisse, parce que il me semble que la situation... On n'est pas sur le bon chemin, la situation l'exige. La situation l'exige, la situation est devenue critique. Et la question est de savoir comment nous allons répondre à ce constat qui montre que la situation est critique. Moi j'ai vu Axel Kahn, si je peux lui rendre hommage de cette façon, quelques jours avant qu'il apprenne qu'il était condamné par sa maladie. Je l'ai croisé dans la rue, on a marché ensemble et on a parlé de ça. Et il était vraiment traumatisé. Et il m'a dit, nous les scientifiques, on a foiré. On a foiré. On n'a pas réussi à faire de la pédagogie et ça nous revient, ça nous retombe dessus de façon très violente. Et il se posait la question de savoir qu'est-ce qu'au juste on a foiré. Est-ce qu'on n'a pas été assez présent? Est-ce qu'on n'a pas assez nombreux? Est-ce que on s'y est mal pris? Est-ce qu'on parle mal? Est-ce qu'on n'a pas assez bien tenu des biais cognitifs qui font que ce qu'on dit est déformé par toutes sortes de mécanismes cérébraux qui font que le message reçu n'est pas identique au message émis, etc. Ça l'obsédait complètement. Alors justement, Damien apporte un peu d'eau au moulin à cette réflexion. Est-ce qu'un peu d'épistémologie à l'école pourrait être bénéfique pour la science, ou au contraire, contribuerait-elle à délégitimer la science perçue comme faillible? Bon, très bonne question. Moi, je connais personne qui soit capable d'enseigner l'histoire des sciences. L'histoire des sciences, ou même l'épistémologie, c'est beaucoup trop compliqué. L'histoire des sciences, même si on prend une seule discipline, mais personne ne la connaît. Personne ne connaît l'histoire de la physique. C'est devenu trop compliqué, on peut connaître des petits bouts, etc. Et en plus, on n'a pas les gens pour faire cet enseignement.
Donc moi, ce que je propose, c'est quelque chose de beaucoup plus simple, et qui d'ailleurs, d'un point de vue pratique, est très facile à mettre en œuvre. C'est chaque année, à l'école, depuis les classes maternelles jusqu'au 3e cycle, on raconte en détail l'histoire vraie d'une découverte. Pas la légende, pas la pomme, etc., mais on raconte la vraie histoire. Parce que moi, j'ai fait un peu de travaux d'histoire des sciences, et à chaque fois que j'ai regardé précisément l'histoire, j'ai vu qu'elle contredisait radicalement la légende qu'on m'avait racontée. Donc quand on raconte l'histoire des sciences, on raconte des légendes. Et quand on raconte la vraie histoire, on s'aperçoit que ceux qui avaient tort n'étaient pas moins intelligents que ceux qui avaient raison. C'est pas les plus intelligents qui triomphent. Et ça devient passionnant parce que du coup, on comprend, sur un cas particulier, comment une connaissance est devenue une connaissance. Et vous pouvez trouver des exemples de découvertes adaptables à tous les niveaux scolaires. À la maternelle, un peu plus tard. Par exemple, comment est-ce qu'on a su que la Terre est ronde? C'est une histoire absolument passionnante. C'est absolument génial parce qu'en apprenant cette histoire, vous apprenez évidemment des choses sur l'épistémologie de la science, comment elle s'est faite, mais aussi sur les époques concernées, sur les gens qui étaient là, qui discutaient, etc. Et c'est évidemment fascinant. Donc ça me paraît être plus accessible. Et évidemment, le professeur choisirait la découverte qui lui plaît, obligation pour lui de la travailler pour échapper à la narration de la légende. Philippe vous demande, être optimiste ou pessimiste, mais comment être lucide? Impossible. Donc, en fait, qui est capable de dire ce qui se construit aujourd'hui et qui est capable de dire ce qui se détruit? Personne. Ce n'est pas une connaissance objective. Chacun a sa petite idée qui est déterminée par son optimisme, son pessimisme, par l'endroit où il se trouve. Je pense qu'un Parisien n'a pas les mêmes impressions pour ce qui est de ces deux questions que je viens de poser que quelqu'un qui habite ici, parce que la nature n'a pas la même présence, les gens n'ont pas le même caractère, n'ont pas la même politesse. Bon, et ça change le rapport qu'on a avec le présent. Donc, est-ce que c'est important d'être lucide? Je ne crois pas. Moi, je pense que c'est important d'avoir identifié des vrais problèmes. Pas tous les problèmes, mais un problème qu'on a identifié et de trouver ce qu'on pourrait faire pour tenter de le réduire ou de le résoudre. C'est déjà pas mal. Plutôt que d'avoir une connaissance exhaustive qui serait une cartographie exacte des problèmes qui nous attendent. Jean vous demande, l'accès au savoir via Internet ne crée-t-il pas une illusion de compétence et donc un doute sur le ou les futurs proposés? On revient à ce qui est devenu le 3W. On a parlé de ça, mais je pense que l'accès au savoir via Internet, c'est évidemment merveilleux. On a tous une encyclopédie dans la poche. Le problème d'Internet, c'est qu'il ne distille pas que du savoir. Voilà. Il ne distingue pas ce qui est savoir de la croyance. Et d'autre part, il vous propose tellement de connaissances, tellement de savoir, que votre cerveau ne sait pas trop comment les gérer. Il faut quand même se rappeler que l'humanité, pendant 2 millions d'années, a été privée d'informations. Et pour autant, donc les informations étaient rares, donc précieuses. Où est le gibier? Où est l'ennemi? Voilà. Ça, c'est des informations vitales, qui étaient très rares. Et puis tout d'un coup, en quelques décennies, songez par exemple à la quantité d'informations dont disposait un Français au XIXe siècle. D'informations sur la météo, rien. Quelques dictons populaires dont l'efficacité était variable et discutable. Un journal de temps en temps. Tout le monde ne savait pas lire. Donc les informations, c'était très peu de choses. Et tout d'un coup... C'était un petit réseau. Oui. Tout d'un coup, voilà, on est abreuvé d'informations. Il y a des informations qu'on va chercher, et quand on ne va pas les chercher, on a des alertes qui nous informent de trucs sur le transfert de Léo Messi.
D'accord ? Qu'on leur a demandé. Voilà. Donc, et notre cerveau est incapable de gérer ça. Et donc il le fait en bricolant, c'est-à-dire en déclarant vraies les savoirs ou les informations dont il aimerait qu'elles soient vraies. Voilà. Parce qu'on n'a pas le temps d'aller vérifier les sources. Et donc nous sommes soumis à ce premier biais cognitif qui est que notre cerveau n'aime pas être contredit. Et ça, c'était vrai avant le numérique. Hein. Les gens de gauche n'achetaient pas le Figaro. Les gens de droite n'achetaient pas Libération. Quand vous achetez le journal, vous attendez du journal qui vous dise des choses dans la façon de lire les actualités qui correspondent à ce que vous pensez. D'accord ? Eh bien, le numérique accentue cela. Il propose certes d'innombrables savoirs, mais en fait, vous êtes constamment distrait. Le fait qu'on soit passé de la linéarité de la lecture, un livre, vous êtes obligé de suivre le fil, la linéarité d'une démonstration. Le fait de passer aux écrans, j'ai rien contre les écrans, mais je vois bien que quand vous lisez ceci, sur l'écran, il y a là quelque chose qui se passe, une vidéo qui s'anime, une publicité, et votre attention est constamment divertie. Et je pense que la suite de l'histoire, elle est déterminée en partie par ce sur quoi nous allons être capables de porter notre attention. Est-ce que nous allons nous laisser divertir tout le temps, fuir la réalité dans le monde virtuel, ou bien est-ce que nous allons nous concentrer sur les bonnes questions du moment ? Peut-être que l'avancée des connaissances dans les neurosciences ouvrira des portes aussi. Alors, effectivement, parce que le numérique, on pourrait dire c'est désastreux, etc., mais en fait, le numérique dit des choses de nous. C'est-à-dire que le numérique démontre, d'une certaine façon, comment notre attention se laisse capter. Et je pense que là, il y a les Chinois viennent de prendre des mesures pour les jeux vidéo. Ils viennent d'interdire plus de 3 heures par semaine les jeux vidéo pour les collégiens, les adolescents. Et je crois que ça vient des sciences cognitives. C'est-à-dire que quand vous êtes devant un jeu vidéo, votre cerveau se met dans un régime très spécial. Et si vous avez regardé le rythme effréné des jeux vidéo pendant plusieurs heures, même après avoir cessé cette activité, vous êtes pendant quelques heures incapable de lire un livre. Parce que ça suppose une attention que vous n'avez plus. Et puis, imaginez, vous passez la nuit devant des jeux vidéo, à vivre des scènes incroyables, et le lendemain, vous êtes en salle de cours, avec un prof qui écrit des lettres lentement au tableau. Il ne fait pas le poids en termes d'intensité existentielle. Il est soumis à une concurrence déloyale. On va terminer avec une question de Claudie qui vise les politiques et les industriels. Selon elle, ils ne lisent pas les rapports du GIEC. Rappelons qu'il y a quand même un résumé à destination des décideurs, normalement. Un projet de futur peut-il alors se construire puisqu'il méconnaîtrait le présent, en méconnaissance du présent ? Bon, je ne sais pas si ce qui est dit là est vrai. Moi, je connais des politiques qui lisent le rapport, en tout cas des résumés. Il y a différentes déclinaisons du rapport. Le rapport, d'ailleurs, il dit la même chose depuis 40 ans. Enfin, moi, mes collègues du CEA qui sont climatologues, Jean Jouzel, Valérie Masson, je les vois au café, ils disent la même chose depuis 40 ans. Mais ils font beaucoup d'efforts pour que ce soit plus accessible. Voilà, ce qui est affiné, c'est qu'ils comprennent mieux comment ça se décline localement, l'amplitude des phénomènes. Ils font l'effort pour le diffuser, beaucoup plus qu'il y a 40 ans. Ils ont fait des efforts de pédagogie, etc. Mais je pense que le monde politique, et même les citoyens, prend conscience, en tout cas en France, c'est pas vrai aux États-Unis et à d'autres endroits de la planète, mais en France, je pense que les politiques sont au courant de ce qui se dit dans ces rapports. Cédric Villani, qui préside l'Office parlementaire pour l'évaluation des choix scientifiques et technologiques, il l'a lu, je peux même vous dire qu'il le connaît par cœur, et il ne se prive pas de diffuser les messages auprès des politiques, notamment des députés et des sénateurs. Maintenant, les sénateurs ou les députés, quel levier leur accordons-nous et quel pouvoir d'action sommes-nous prêts à leur donner ? Vous savez, je ne vais pas faire une longue digression là-dessus, mais en France, l'énergie est gratuite.
Comment ça, l'énergie? L'énergie est gratuite. Après ce qu'on a appris ce matin, qu'on allait prendre 2% d'augmentation du gaz l'an prochain. 1 kWh électrique chez vous, ça coûte combien? Personne ne le sait. Moi, je vous le dis, c'est 13 centimes d'euros. 13 centimes. 1 kWh, je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'énergie d'un repas. Un repas d'1 kWh, c'est pas 13 centimes d'euros. Dans un litre de pétrole, il y a 7 kWh d'énergie. Donc combien coûte 1 kWh de pétrole? 1,7 € divisé par 7. C'est rien. C'est beaucoup moins qu'un demi de bière, qui pourtant est renouvelable. Le pétrole n'est pas renouvelable. D'accord? Donc en gros, l'énergie est gratuite, et c'est pour cela que nous la consommons, entre guillemets, sans que ça ait la moindre conséquence sur notre pouvoir d'achat. Donc il y a des gens qui disent, Jean Covici en fait partie, que toute l'économie doit être refondée, puisque le couple capital-travail a été pensé par les pères fondateurs de l'économie moderne en oubliant le coût de l'énergie. Et si vous mettez, il y a des gens qui ont fait des estimations, le coût naturel, compte tenu des contraintes économiques que je viens de citer, du litre de pétrole, c'est 5 €. Donc imaginez un homme politique qui dirait, voilà, à partir de maintenant, le litre de pétrole va coûter 5 €. Est-ce que vous êtes sûr que les ronds-points ne vont pas être bloqués dans la minute? Donc, vous voyez, on leur demande d'agir, mais toutes les mesures qu'ils décideront de prendre seront des mesures liberticides. Et est-ce qu'on sera d'accord? On a déjà une petite idée. Merci beaucoup, Étienne Klein. Une dernière question? Elle a l'air urgente, je vous l'accorde, même si là, j'enfreins. J'ai madame là, monsieur là. Allez-y, monsieur, vous avez le micro. Oui, bonsoir. J'aimerais avoir votre avis sur le temps. Sur là je ne sais pas. Le temps. Là, il est 20h33, ça va être un peu juste, monsieur. Sur le temps? Oui, le temps. Mon avis sur le temps? Moi, j'ai un avis qui est globalement neutre. Merci beaucoup. Merci à tous. Pardonnez-moi, madame. On va s'arrêter là. Si vous voulez poursuivre peut-être quelques minutes la conversation avec Étienne Klein, je crois qu'il y a quelques livres, ou si vous-même avez apporté un livre, je crois qu'il se fera un plaisir de vous le dédicacer. Merci à tous pour votre attention soutenue pendant cette heure et demie, et je vous souhaite une bonne soirée.